Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Sophie, Anne-Marie, Nathalie, Arlette, Mélisande, Rachel. Il y a déjà du monde dans le chat qui nous disent bonjour. Eh bien, dans cette conférence, nous allons voir les racines, la force, l'ancrage, les ancêtres. Voilà, tout un programme. Et Ouais. pour ce programme, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir, aujourd'hui en tout cas, parce que chez elle, c'est pas le soir du tout. Comme vous voyez, c'est le jour en Guadeloupe. Donc, moi, j'ai le plaisir d'accueillir donc Mathilda Moutoussamy. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Mathilda. Bonjour, bonsoir. On peut dire bonsoir parce qu'on dit bonsoir en Guadeloupe facilement dans Ah l'après-midi. ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Ben bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, écoute, pour le thème, ou je dirais même les thèmes de ce soir, je vais, avant d'en parler en détail, je vais te demander de te présenter auprès de nos auditeurs. En Oui, quelques mots, rapidement. rapidement. Donc, je suis Mathilda Rapidement. Oui, je Moutoussamy. sais que c'est pas un exercice facile, hein. Mathilda Moutoussamy. Je fais un petit coucou aux personnes aux personnes qui sont présentes, notamment parce que j'ai entendu des prénoms rares comme Mélisande. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes voilà qui sont présentes, qui écoutent, voilà, qui me connaissent et que je connais. Et voilà, donc j'habite actuellement sur l'île de Guadeloupe, du coup. Je suis métissée, donc je suis en partie originaire d'ici. Et pour résumer très court, je suis thérapeute énergéticienne et je travaille généralement à l'intuitif. Ça va, c'est très court, hein? Est-ce que Oh, bah, c'est très ça bien, suffit? super. Merci Mathilda. Bon, bah, écoute, moi, je te laisse la parole, hein. On va pouvoir démarrer donc cette conférence. Donc, allons-y. Ok, ça À marche, toi la c'est parole. parti. Voilà, déjà, je voudrais commencer par expliquer que je travaille très en intuitif et donc quand Hortense m'a contactée pour me proposer de faire une conférence à l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, moi j'ai juste écouté ce qui venait et ça parlait très rapidement de cette notion de chakra racine avec on pourrait parler de multidimensionnalité, c'est-à-dire d'aller explorer un petit peu cette boule à facettes, comme s'il y avait différents aspects à explorer en termes d'ancrage, en fait. D'où cette appellation qui a été posée racines, ancrage, ancêtre, d'aller explorer un petit peu tout ça en même temps. Donc ce sont des mots différents, mais évidemment on est sur la même thématique à chaque fois. Et même si je vais dissocier un petit peu ces mots-là à un moment donné pour bien les expliquer, on est sur voilà comment la notion d'ancrage elle se pose et comment l'ancrage à la terre il est très important. Donc déjà voilà c'était un appel, c'était quelque chose de très intuitif de proposer cette thématique-là. Et c'est vrai que voilà, en y réfléchissant et en échangeant aussi avec Hortense, c'est vrai qu'il y avait cette notion-là que c'était une thématique d'actualité dans le sens où, voilà, s'il faut poser des mots rationnels par rapport à ça, ou avec le contexte du Covid qui vient actuel, il y a la notion de peur qui est extrêmement présente. Voilà, donc qui dit peur dit que voilà, on a peur pour nos besoins vitaux, pour notre essence, et donc forcément ça c'est dans le chakra racine que ça prend. Si on peut le localiser dans le corps humain d'un point de vue énergétique, c'est au niveau du chakra racine, cette notion de peur, de survie, comment je maintiens mon existence. Et forcément aussi, moi, j'ai pu observer à la fois dans mon travail, à la fois dans les personnes autour de moi, et je suis aussi concernée par ça. C'est-à-dire que moi, dès que le confinement a commencé, moi, j'ai eu un appel très très fort à retourner en Guadeloupe. Même si je suis métisée, j'ai plein de cultures. Par contre, c'est là où je suis née. En fait, j'ai eu très clairement un appel pour pouvoir maintenir moi ma stabilité énergétique, aller me connecter à la terre où je suis née. Et voilà, je pense que peut-être vous avez aussi autour de vous des personnes qui ont déménagé. Il y a eu énormément de déménagements. Alors soit parce qu'il y a eu des changements de travail, soit parce que les gens voulaient un jardin, un balcon, etc. Voilà, parce que rester chez soi, ça peut être long, soit que l'intérieur était trop petit pour pouvoir gérer les enfants quand ils sont plus à l'école. Mais j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui retournaient aux racines familiales, alors que ce soit familial ou pas, parce que du coup, on a tous des histoires familiales compliquées, donc, mais retourner à des endroits, voilà, où il y a la notion de sécurité à un moment donné,
qui a été posé dans la vie en fait. Donc voilà, j'avais envie d'explorer un petit peu ça. Voilà, c'était pour mettre un petit peu le cadre, expliquer pourquoi ça s'est posé comme ça. N'hésitez pas aussi, si je sais que j'ai tendance à parler parfois un peu trop vite. Donc Hortense, n'hésite pas à me le rappeler. Et voilà, si je sais pas si les personnes peuvent utiliser le chat, voilà, si jamais. Voilà. Aussi une autre chose que je tiens à dire, c'est quand je fais une conférence, généralement, il y a de l'énergie qui passe. Donc pour les personnes qui regardent, si vous sentez des choses qui bougent à l'intérieur de vous, s'il y a des émotions, c'est ok. Les énergies qui passent à travers la conférence là, c'est vraiment des énergies d'ancrage. Et si pour détailler, moi, je suis clairvoyante, donc ma capacité, c'est de voir les structures énergétiques. Donc là, la structure énergétique qui se pose à travers tout ce qui va être dit avec des mots, donc il va parler plutôt au mental. Donc il y a de l'énergie qui va jouer en même temps sur les autres plans. Et au niveau énergétique, ce qui se joue, c'est comme une colonne de lumière qui va s'ancrer dans la Terre et qui va se connecter au maillage de la Terre. Alors, ça peut être familial, mais pas forcément, qui va aller connecter à ce maillage-là. Alors voilà, peut-être les personnes sensibles pourront le sentir déjà, pourront le ressentir. Peut-être que vous ressentez rien aussi, c'est totalement ok. Hein, on a tous des sensibilités différentes et aussi des moments pour connecter à certaines choses ou pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si voilà vous sentez qu'il y a des choses qui sont en marche. Voilà, je sais que ça travaille. Moi, quand je prépare une conférence, je sens l'énergie qui arrive avant, je sens que ça travaille, etc. Donc voilà, c'est normal aussi. Et généralement, après une conférence, j'encourage à boire de l'eau, comme après un soin énergétique. Donc voilà, il va être peut-être un peu tard le soir, c'est peut-être plus valable pour les personnes qui regarderont peut-être en replay. Pensez à boire de l'eau, voilà, ou faites une petite tisane avec une plante, si possible, une plante réelle, pas un sachet, un sachet si vous avez une petite plante qui traîne, ça sera plus intéressant, voilà, comme la thématique et l'ancrage et tout ça. Voilà, ça c'était pour mettre un petit peu le cadre et le contexte. Voilà, donc ça va commencer à travailler tranquillement. Je pense que c'est aussi important que j'explique aussi pourquoi c'est une thématique sur laquelle je peux parler. Alors effectivement, c'est venu d'un point de vue intuitif, mais après moi c'est un questionnement que j'ai eu très longtemps parce que je suis très concernée par par cette thématique-là. Donc, je vais donner des détails un petit peu de ma vie parce que ça va être intéressant pour un petit peu mettre du relief et comprendre pourquoi je me suis beaucoup questionnée là-dessus, pourquoi j'ai beaucoup cherché en fait par rapport à ça. Alors, c'est-à-dire que on pourrait considérer que moi, je suis venue avec de gros problèmes d'ancrage dès le départ, parce que d'une part parce qu'il y a du métissage dans ma famille, d'autre part parce que je suis née sur un continent, je suis née sur un continent. Mes parents transitaient par un autre continent pour revenir là où ils habitaient sur un autre continent, tout ça à 22 jours. Et donc j'ai pris l'avion, ma mère est enceinte de 8 mois, j'ai rebougé à 28 jours. Donc c'est-à-dire que cette notion de mouvement, si on perçoit l'ancrage comme je suis à un endroit et j'y reste, c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout été mis dans cette configuration-là dès le départ. Et aussi voilà, je suis issue de personnes qui ont été beaucoup dans tous les métissages dont je suis issue. Je suis issue de personnes qui ont été beaucoup déplacées. Que ce soit ou la déportation, que ce soit des choses difficiles, l'esclavage évidemment du côté de la Guadeloupe. Pour la culture indienne, on appelle ça les engagés, c'est ceux qui ont pris la suite de l'esclavage. Donc plein de populations déplacées. Du côté de la Guadeloupe, il y a eu des Indiens Caraïbes, donc là on est sur des génocides, du coup ils ont complètement quasiment disparu. Donc j'ai une histoire familiale qui est très challengeante, on va dire, pour ces notions de racines. Et bien sûr, avec toutes ces notions de métissage qui peuvent se jouer. Voilà, et c'est pareil du côté de ma famille. J'ai aussi la famille vraiment franco-française, d'une certaine manière très enracinée en termes de local, mais où il y avait des histoires aussi propres à déraciner, en fait, et qui est plus forcément cet ancrage à la terre et cette conscience de la terre. Donc, voilà, on va dire que j'ai un cheminement de vie qui m'a fait beaucoup me questionner là-dessus. Et intéressant aussi, c'est que moi, ma première partie de vie, j'étais professeure d'histoire-géographie. Alors, peut-être que c'était inconsciemment aussi une recherche de racines. Et donc, je suis très intéressée toujours à me demander, forcément, le passé explique tellement de choses. On sait en transgénérationnel, on est tellement déterminé d'un point de vue ou familial ou d'un point de vue sociétal par ce qui nous entoure, par ce qui a été posé à la fois par nos ancêtres, mais aussi par les personnes qui nous ont précédés. Ça me paraît toujours important. Donc, j'ai intégré, moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, cette un petit peu capacité, toujours, je cherche, ok, cause, fait, conséquence, quand il y a quelque chose qui se passe, donc en soins énergétiques, quand il y a un problème, moi, je vais toujours chercher un petit peu
à la racine, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, ben voilà, il y a ce schéma de conscience, il y a ce paradigme, il y a ce schéma de fonctionnement, il y a cette énergie, il y a cette structure énergétique qui se pose à un moment donné à cet endroit-là. Et donc, en tant que médium, c'est pareil. Moi, je suis pas du tout connectée à l'avenir, aussi à la fois parce que je le vois pluriel. En fait, moi, si je me connecte à l'avenir en tant que clairvoyante, je vois plein de chemins possibles, en fait. Ou si on prend juste un objet, je le vois multiple et complexe. Donc, du coup, bon, ça m'intéresse pas tellement de construire l'avenir, surtout parce que dans le sens où ma perception des choses m'emmène à penser que il y a du libre arbitre, on a tous des choix et le futur est la somme de tous les choix qu'on fait tous ensemble. Donc, c'est d'une très grande complexité. On a plus moyen d'action sur nos propres, bien sûr, nos propres choix et notre propre vie que voilà, c'est toujours agir à échelle globale, ça reste quand même la somme de tous nos choix. Donc moi, forcément, en tant que médium, je suis très connectée à ce qui s'est passé avant, et donc forcément dans ma pratique, dans mes soins, je vais toujours voilà orienter sur ok, qu'est-ce qui se passe à un moment donné. Et ce qui fait aussi que d'un certain plan, je suis très connectée à l'énergie des baleines. Pour les personnes qui connaissent pas, les baleines, dans tous les chamanismes du monde entier, euh, les chamanistes qui sont en proximité baleines et les chamanistes qui sont très loin des baleines, hein, en plein milieu du continent asiatique ou en plein milieu du continent américain, on a trace de baleines alors que voilà, a priori les peuples n'étaient pas en contact direct. Donc tous ces traditions anciennes posent les baleines, le peuple des baleines, comme les gardiennes des annales akashiques. Alors le mot akashique, c'est un nom qui vient de l'hindouisme, donc évidemment chaque peuple a un mot différent pour connecter à ça. C'est-à-dire que c'est les mémoires akashiques, on va dire que ce serait la somme des mémoires. On pourrait le résumer un petit peu comme ça. Le futur serait aussi présent dans les annales akashiques, c'est-à-dire tous les chemins qui peuvent être posés. Donc, moi, je suis très connectée à ça. Mon parcours de vie m'a emmené à être proche des baleines à plusieurs moments de ma vie. Et voilà, d'un point de vue énergétique, je suis très connectée à la baleine. Et donc, ça reflète un petit peu ça, c'est-à-dire je suis beaucoup traversée par ces notions de mémoire, en fait, et de tout ce qu'on porte qui appartient à l'avant, etc. Et voilà, ça aussi, c'était pour mettre un petit peu un cadre, pour que vous compreniez aussi. Ben voilà, j'ai un parce que on n'est jamais totalement objectif, et donc c'est important de comprendre aussi moi quel est mon cheminement, quel est mon biais là-dedans. Et voilà, après moi, l'histoire c'est une passion, donc les mémoires forcément aussi ça en est une. Donc j'aime bien parler de tout ça et aussi de m'interroger aussi là-dessus. Je suis aussi quelqu'un qui présente les choses telles que je les vois à un moment donné. Je n'aime pas forcément les présenter comme des vérités absolues, d'accord? C'est le fruit de ma réflexion, le fruit de ce que j'ai observé. Donc voilà, j'invite toujours à rester en discernement, à garder votre capacité d'analyse et de critique aussi par rapport à ce que je pourrais vous proposer. Voilà, pour rentrer dans le sujet maintenant concrètement, ça serait intéressant à l'heure actuelle dans le monde spirituel, dans le monde du bien-être, en tout cas en Occident, la notion d'ancrage, de racines et d'ancêtres, elle est souvent abordée sous l'angle du transgénérationnel ou de la psychogénéalogie. Alors bien sûr, je fais une je résume, hein, d'accord, il y a tout un tas de personnes qui travaillent de manière différente, etc. Mais la plupart du temps, quand on s'intéresse à ça, souvent, c'est pour régler un problème actuel. Donc c'est plutôt pour aller chercher les problèmes, pour prendre conscience des problèmes, et dans la dynamique de s'en détacher, de régler le problème, de que ça ne se reproduise plus dans la famille, ou comprendre un schéma qu'on a nous-mêmes et qu'on n'a pas encore compris. Donc quelque chose d'hérité, pour mettre en lumière quelque chose d'hérité. Et donc, à l'heure actuelle, il y a cette notion, on parle beaucoup de moutons noirs, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans un chemin d'éveil, les personnes qui sont sur des chemins de soit devenir thérapeute, soit d'être déjà thérapeute, c'est souvent des personnes qui détonnent un petit peu parce que c'est des personnes qui vont poser des questions, qui vont mettre le doigt là, en général, où il y a des secrets, il y a des secrets ou des choses non dites. Et donc, cette thématique de mouton noir, elle est aussi dans cette notion de je me détache, mais surtout, il y a cette notion de voir un peu le transgénérationnel et le passer de manière un petit peu négative. Et donc, je trouvais ça intéressant de renverser un petit peu la situation, parce que du coup, c'est intéressant d'aller chercher l'arbre généalogique et chercher les racines et l'ancrage dans tout ce qu'elle a de positif. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans les populations, je veux dire, black, on va dire, en Afrique. La plupart du temps, les gens sont assez ancrés.
malgré voilà la modernité, la civilisation qui challenge, qui bouge beaucoup les sociétés traditionnelles. En Guadeloupe, je suis sur une terre qui s'intéresse énormément aux racines, mais aussi parce qu'il y a eu énormément de blessures et que du coup il y a besoin de réancrer les choses. Et du coup, moi, ça a été intéressant parce que quand j'ai fait les formations en chamanisme, j'ai constaté que dans la majorité des populations traditionnelles, le culte aux ancêtres, il est extrêmement intéressant. Tous les chamanismes, en fait, tous les chamanismes généralement travaillent avec des invocations et des contacts avec des esprits, et les ancêtres sont jamais très loin, généralement, de ce travail-là. Et c'est vrai aussi sur des civilisations plus globales, comme la civilisation chinoise, qui a, qui a malgré voilà les périodes difficiles du XXe siècle, voilà, où la culture chinoise, certains aspects de la culture chinoise ont été gommés, du coup, avec le communisme et le maoïsme, ça a quand même perduré, en fait, où il y a le culte des ancêtres et la chose qu'ils n'ont pas réussi, on va dire, quelque part à effacer à travers, voilà, la politique, les politiques qui ont été menées. Et c'est toujours quelque chose de très important dans les cultures chinoises, même si, voilà, c'est moins nommé, c'est moins sur le devant de la scène, etc. Donc, c'était déjà un constat de ma part de me dire, OK, toutes les sociétés traditionnelles étaient très ancrées chez les ancêtres. Comment ça se fait qu'on est arrivé à nous, à une société occidentale à l'heure actuelle qui cherche plutôt à se détacher des ancêtres, ou en tout cas à nettoyer, à réparer, en tout cas, voilà, c'est-à-dire à aller chercher plutôt à mettre en lumière les ombres qui peut y avoir dans les arbres généalogiques. Mais du coup, il n'y a pas cet aspect d'aller chercher la force, en fait. Hein. Il y a un des derniers Pixar qui s'appelle Coco. Je pense que voilà, c'est des choses très mainstream et très intéressantes à regarder, qui parle du culte de la mort, de la Santa Muerte, du rapport aux morts, du coup, qu'il y a dans la société traditionnelle mexicaine. Alors évidemment, c'est des choses qui ont transité via le catholicisme et qui sont beaucoup plus anciennes, et qui le documentaire, enfin voilà, ce dessin animé Coco, il est génial parce que il met ça en relief, c'est-à-dire comment on connecte aux ancêtres, comment on connecte aux ancêtres au-delà des problèmes familiaux qui peut y avoir et exister, et aussi comment on intègre en fait cette notion de mort qui me paraît très intéressante aussi à intégrer en ces temps de Covid, où voilà, qui ramène la notion de la mort sur la table dans une société où on a tendance en Occident généralement à un petit peu cacher, un petit peu peut-être nier ou cacher un petit peu la mort, enfin un petit peu quand ça n'existe pas, parce qu'on est devenu une société un petit peu zéro risque au fur et à mesure du temps. Donc, donc ça, moi, je me suis fait la réflexion que de voir plutôt les problèmes dans l'arbre généalogique et ancestral, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Je pense certainement nécessaire, parce qu'on a une époque où, voilà, il y a plein de choses qui demandent à être libérées, mises en lumière, etc., se détacher. Mais du coup, on a perdu, j'ai l'impression, ce côté, je vais chercher la force et je vais chercher l'ancrage au niveau des racines. Voilà. Forcément, ça m'a questionné sur à quel moment, c'est mon côté historien, à quel moment en Occident on a perdu le côté avec les racines. Alors ça, c'est intéressant et ça reste ma vision des choses. Moi, pour avoir beaucoup voyagé un petit peu dans le monde entier, j'ai habité et grandi sur différents continents, différentes sociétés, différentes cultures. Et moi, j'aurais tout tendance à penser que en France, on a une société qui est plutôt acculturée. C'est-à-dire, il n'y a pas une vieille tradition qui date de 2000 ans qui est encore là. Donc, je prends un exemple extrême, mais bon, quand on va en Inde, là, les traditions, elles sont là depuis extrêmement longtemps. Quand on va en Afrique, elles sont cachées, elles ont été obligées d'être un petit peu cachées, mais elles sont là aussi depuis des siècles de manière très sûre. De la même manière que le chamanisme, même si ils se sont modifiés, ils ont bougé, etc. Ils ont, voilà, il y a eu une transmission quand même qui s'est faite. Et en Occident, alors à la fois on a cette période de la chasse aux sorcières où aux sorciers et aux sorcières, je pense que c'était pas que féminin, où il y a tout un pan de la culture qui a disparu à ce moment-là. Mais à la fois, on a eu différentes phases d'acculturation en France, où vraiment, on ne sait pas dire quelqu'un qui habitait sur le territoire français il y a 2000 ans, euh, on ne sait pas exactement comment cette personne-là voyait le monde, quelles étaient ses croyances, comment il fonctionnait, etc. On a très très peu de choses qui nous restent, et sur cette culture gauloise ou celtique. Ce qui nous reste à travers les auteurs grecs ou romains, donc avec un biais, donc c'est un biais de domination, donc forcément c'est forcément un petit peu biaisé. Et la culture celtique, elle nous est revenue sur le territoire français, plus via les pays anglo-saxons. Du coup, quand ils sont revenus du côté sur le territoire français, voilà, on sait beaucoup de choses. Les pays nordiques ont gardé leur culture, voilà, toute la culture viking, etc.
Mais sur le territoire français, concrètement, on ne sait pas exactement quels étaient les cultes avant que les Romains arrivent, qu'est-ce qui était pratiqué concrètement. On a juste des petites bribes d'informations, mais voilà, toutes ces choses-là et voilà ce que pratiquaient réellement les personnes qui ont été étiquetées sorcières au Moyen Âge, c'est pareil, on ne sait pas forcément. Donc ça, c'était un biais, c'est de dire, ok, comment on travaille l'ancrage dans une société qui est globalement acculturée, mais qui c'est pas forcément récent, c'est pas forcément la mondialisation, c'est pas forcément l'industrialisation, c'est des choses qui ont été qui sont vraiment beaucoup plus anciennes. Voilà. Donc est-ce que on sait pas, est-ce qu'il y a un culte des ancêtres du côté du celtisme? Il y a des petites bribes. Est-ce que ça se passait visiblement, les réunions se faisaient généralement dans les forêts, et donc il y avait des forêts dénominées comme sacrées. Donc la forêt des Canutes, on ne sait pas exactement ce que c'est. La forêt de la Saint-Môme aussi était étiquetée comme une forêt où il y avait des rassemblements, etc. Est-ce que les menhirs, les dolmens étaient rattachés au culte des ancêtres, vu qu'on a retrouvé des squelettes sur place et qu'a priori c'était des lieux de sépulture? Voilà, c'est des questions pour l'instant qui sont pas forcément tranchées. C'est toujours pour poser cette notion d'acculturation, c'est-à-dire que la civilisation occidentale, elle s'est construite avec la religion chrétienne et catholique qui, pendant des siècles, a vraiment structuré la pensée des gens, construit la pensée des gens, structuré la vie quotidienne. Tous les rites et tous les passages de la vie étaient rythmés par la religion chrétienne, quelles qu'aient été les croyances des personnes et la profondeur de la croyance vis-à-vis, ça vraiment, ça structurait toute la société. C'est intéressant de penser que la religion chrétienne est née en Proche-Orient. Donc, elle est née dans un bassin culturel qui est complètement différent que ce qui peut exister en Gaule à cette époque-là. Donc, ça veut dire que les pratiques ancestrales, sur les territoires français et de manière globale en Occident, voilà, elles étaient différentes. Et donc, elles ont été perdues. Et voilà, donc tout ça pour mettre un petit peu en perspective ces choses-là. Et donc aussi quelque chose d'intéressant, c'est que dans la religion chrétienne qui a beaucoup structuré la vie de nos ancêtres, voilà, quand on a des ancêtres du côté de l'Occident et de l'Occident, c'est que la religion chrétienne a très peu de discours sur l'environnement, sur le rapport à la nature. C'est un discours sur le ciel, l'homme, comment se comporter, etc. Et c'est très récent que la religion chrétienne intègre l'environnement dans son discours, on va dire. La fête des morts et la Toussaint du côté du christianisme, et très clairement, voilà, ça existait avant. On connaît le Chamain, Samin, enfin, voilà, différentes appellations ou termes qui a été repris avec les traditions d'Halloween. On reste sur ces dates-là où voilà, il y a des choses quand même qui ont transité, qui ont été intégrées visiblement par la religion chrétienne pour positionner un petit peu cette notion de comment on communique avec les morts, comment on pose les choses, comment on fait le deuil et comment on prend un temps pour les honorer, en fait. Ce qui s'est fait vraiment, comme je disais, dans tous les peuples du monde, tous les peuples traditionnels qui ont gardé leur culture, on retrouve toujours cette notion d'honorer les ancêtres, qui est très, très importante. Voilà. Donc ça, c'était pour dire poser un petit peu ce contexte global, du coup, avec une vision que je pose comme ça, c'est-à-dire qu'une société qui est plutôt déculturée, où voilà, on ne sait plus, et souvent en plus avec le 19e, 20e siècle, c'est très rare que les gens sachent remonter au-delà de 3-4 perdu un petit peu les chemins. Et c'est intéressant aussi de voir chez les vieilles familles aristocrates, généralement, les familles qui sont riches, qui ont une vraie tradition familiale, souvent, elles remettent en place ce culte des ancêtres à travers une connaissance, une mise en avant des ancêtres, etc. Voilà, c'est des pratiques qui ont pu exister. Voilà, et tout ça pour mettre un petit peu en exergue, c'est-à-dire souvent quand on regarde chez les peuples qui ont encore gardé, en fonction du terme qui est posé dessus, souvent c'est des peuples qui conscientisent très fortement leur environnement. Donc ce qu'on appelle les peuples indigènes ou les peuples premiers au jour d'aujourd'hui, c'est des peuples qui sont vraiment enracinés, qui pensent que leurs ancêtres généralement vivent dans la nature qui est autour d'eux, généralement, et qui ne pensent pas pouvoir vivre en dehors de leur environnement. Alors, c'est intéressant ce que ça pose en termes d'ancrage, en termes de notion d'ancrage, et cette notion où c'est intrinsèquement lié entre ancrage, ancêtre, environnement aussi, donc le rapport à la terre qui est autour.
Voilà, avec une notion bien sûr de symbiose chez ces peuples premiers, y compris chez certains peuples premiers qui ont pu être déplacés, qui ne sont pas sur le territoire d'origine, que ce soit de la forêt, que ce soit du désert. Je pense aux Bushmen du coup, entre le Botswana, l'Afrique du Sud, etc. C'est des peuples qui savent vivre dans le désert, mais qui ont été déplacés. Les peuples d'Amazonie aussi, qui parfois ont été déplacés. Les peuples Hopi, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, qui ont été déplacés, qui sont plus sur le territoire d'origine, mais qui ont recréé, en fait, qui ont cette notion de recréer un lien et de recréer, de repositionner les ancêtres sur le territoire dans lequel ils vivent. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire pourquoi tous ces peuples-là pensaient que c'était très intéressant d'aller chercher les ancêtres en termes d'ancrage. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une notion de force et de puissance qui se pose quand on va chercher l'ancrage. Et c'est vrai que dans le monde spirituel, dans Beneuil, connecté au ciel, et on va moins souvent chercher dans les racines, sauf pour pouvoir justement transgénérationnel, psychogénéalogie, constellation familiale, pour pouvoir aller sortir, déterrer des choses. Et il y a aussi ce truc-là, cette espèce de biais, la religion catholique a positionné le ciel, c'est le paradis, c'est bien, et le sous-sol, c'est l'enfer et c'est mal. Donc il y a cette notion un peu haut-bas, où ce qui est en bas a un petit peu été désacralisé, voire diabolisé peut-être presque. Et c'est de la même manière sur le corps énergétique. Donc on a valorisé le mental, la capacité, les capacités cognitives, et tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, tout ce qui est de l'ordre matériel concret a plutôt été étiqueté comme pas bien, en tout cas du côté de la sphère chrétienne et catholique. Donc c'est vrai que moi, par exemple, quand quelqu'un vient me voir, il me dit j'ai envie de m'intéresser à la spiritualité, j'ai envie de voir, j'ai envie de me connecter. Moi, généralement, ma première approche, c'est de dire tiens, on va d'abord mettre les racines en terre et après ça va se passer. Et en fait, moi, c'est mon expérience. En fait, quand c'est moi-même, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je fais avec les personnes. C'est on va chercher une certaine forme d'ancrage et après on verra ce qui se passe. Voilà. Parce que généralement, c'est comme un arbre. C'est très simple à comprendre. Un arbre, il va d'abord poser ses racines. N'importe quelle plante, il pose ses racines. Et ensuite, ça peut pousser en l'air. D'accord? Un arbre, une plante ne pousse pas à l'extérieur, bien que, bon, il y a des différences racinaires en fonction des arbres, etc. Ils vont pas chercher tous la même profondeur. Mais généralement, s'il n'y a pas de racines, la plante ne pousse pas et elle ne peut pas fleurir. Donc moi, généralement, quand on vient de me dire, voilà, ça, je m'intéresse à la spiritualité, je vais commencer d'abord par le travail d'ancrage, parce qu'en fait, quand on s'ancre, pouf, ça s'ouvre tout naturellement. En fait, ça vient tout naturellement au fur et à mesure. Donc, je vais toujours avoir ce biais-là de dire, ok, comment on va ancrer. Et aussi parce que moi, comme je vous ai expliqué, j'ai eu un parcours un petit peu particulier qui pouvait être peut-être très désancré à la base. Je me suis intéressée à l'ancrage parce qu'on me disait ancre-toi Mathilda, et ce qu'on me disait traditionnellement, ça ne fonctionnait pas sur moi, ça ne marchait pas. Donc, alors typiquement, souvent on parle de chakra racine et les premiers exercices qu'on donne en énergétique, ça va être de dire de partir de l'énergie du chakra racine généralement, ou ça peut être dans le bassin, au niveau utérus, dans le féminin sacré, on va connecter l'utérus. Mais chakra racine et d'imaginer des racines qui descendent dans le sol, d'accord? Donc ça, c'est l'exercice qu'on donne généralement, principalement. Alors, c'est intéressant. Typiquement, sur moi, ça ne fonctionne pas. C'était visiblement incomplet. Donc, j'ai cherché. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne pas avec moi? Et donc, déjà, le premier point à trouver, c'était que moi, ça fonctionnait beaucoup plus en prenant l'énergie du sol, en allant chercher l'énergie du sol et la faire remonter à l'intérieur de moi, plutôt que de partir de moi vers le sol. D'accord? Donc, bon, j'ai fait des petits chemins comme ça. Donc, généralement, on vous dit, mettez vos racines en terre. D'accord? Donc, c'est intéressant déjà de conscientiser que les racines, ça fonctionne dans les deux sens. Ça, c'est très intéressant. Et pour les personnes qui se sont bien intéressées à l'énergétique, c'est-à-dire, c'est comme si on est une pile. On a une prise, un côté plus, un côté moins. Généralement, l'énergie du sol remonte par la jambe gauche et redescend dans le sol du côté
etc. Mais bon, disons qu'on a un petit schéma comme ça. Il faut comme une pile, vraiment comme une pile qui a deux prises. Les piles qui sont, je sais pas comment ça s'appelle exactement, les piles qui ont deux prises comme ça. Il y a le plus, il y a le moins. Il y a le plus, il y a le moins, et il y a ça sous nos pieds en fait, très concrètement. Donc il faut bien penser qu'il y a les deux mouvements. Ça va dans les deux sens. Donc de s'ancrer, c'est forcément, il faut aller chercher, il faut aller, voilà. Je sais pas dessiner, donc j'ai fait des schémas très simples. Il faut aller chercher, il faut penser qu'il y a le plus, il y a le moins et que c'est dans les deux sens, d'accord? Et moi, ce qui va m'intéresser en termes de racine ancrage, c'est vraiment d'aller chercher cette énergie-là qui remonte de la terre parce que c'est vos ancêtres, tels que vous avez connus, c'est votre famille, mais c'est toute la lignée des humains qui a été sur Terre. Si vous commencez à être avec les ancêtres, vous verrez que très rapidement, on peut remonter à 200, 300 ans, 400 ans. Ça, parce que la manière dont je le comprends moi, c'est-à-dire que les humains qui ont vécu sur Terre, qui ont vécu dans la matière, je suis assez d'accord avec cette idée qu'on est de l'énergie densifiée, mais du coup c'est comme si on a créé une marque énergétique sur le maillage de la Terre, sur la grille magnétique terrestre, d'accord? Si on imagine la Terre comme un être vivant, nous, on vit à la surface de cet être vivant. Cet être vivant a une espèce de maillage énergétique, donc c'est tous les champs magnétiques, tout ce on décrit les champs telluriques, donc tout ce qu'on décrit en géobiologie. Nous, on est à la surface de ce champ-là. Hein. Il y a plein de choses qui se vivent à l'intérieur de cette planète, cet être complexe, énergétique et beaucoup plus vaste que nous. Et nous, il faut imaginer qu'on est à cette surface-là. Et donc, en fait, plus on va chercher à travailler avec les ancêtres, plus on va connecter à ce maillage-là, c'est-à-dire comment l'être humain, il est intégré au maillage de la Terre et comment il joue son rôle aussi là-dedans. Et ça, c'est tout un questionnant parce que dans l'écologie, dans l'écologie extrême, on a tendance à penser que les humains, c'est mal, c'est juste mal et ça fait pas partie de la nature, c'est pas intégré à la nature. Et ça donne aussi, on crée des sanctuaires où on sort l'être humain de la nature. Et ça, les peuples premiers, et c'est très intéressant, je vous invite à regarder les documentaires qui sont faits sur les Indiens Kogi, ça s'écrit K-O-G-I avec un S. Donc c'est des Indiens qui sont du côté de la Colombie. J'ai un doute, je sais plus si c'est Colombie ou Bolivie. Non, je suis nulle. Je crois que c'est l'Équateur. Bref, ils sont dans la Sierra Madre, du côté des Andes. Et je crois qu'ils ont été plusieurs fois à cheval sur plusieurs pays. Mais du coup, c'est des Indiens qui expliquent bien que ils ont un rôle de gardien de la terre en fait, c'est-à-dire qu'ils conçoivent leur environnement, c'est-à-dire comme eux faisant partie de leur environnement et comme l'être humain qui a un rôle à jouer là-dedans, d'accord? Donc c'est comment on réintègre, comment on se remet complètement en allant connecter aux racines et aux ancêtres, c'est comment on se remet concrètement dans l'environnement en fait. C'est vraiment des notions qui sont intégrées, c'est ce que j'essaie de représenter avec ce petit schéma, cette grille magnétique. Et c'est plus facile quand on va connecter avec les ancêtres parce que on va se connecter à l'empreinte énergétique qui a été posée par tous les ancêtres qui ont marché sur cette terre. Donc quand je dis ancêtres, c'est plus large que la famille, hein, d'accord? Il y a toutes les personnes qui ont travaillé là-dedans peuvent nous permettre nous de conscientiser et de nous inclure, de nous vivre plus facilement dans notre environnement. Et ça veut dire aussi plus on est connecté à notre environnement et donc aux racines et aux ancêtres, plus aussi l'interaction avec autrui, elle est simple parce qu'on apprend à fonctionner dans un environnement, on apprend à travailler, à être intégré dans un écosystème. Donc les peuples premiers, les peuples indigènes, ils parlent de communauté, comme on apprend à fonctionner avec son environnement à l'heure actuelle. Et aussi du coup, on apprend vraiment plus de cette notion de racine, de ça, en fait, d'aller chercher à connecter plutôt à ce maillage, à vraiment toute cette force qu'il y a dans des arbres généalogiques, et sans nier les problèmes qu'il peut y avoir, l'importance du travail transgénérationnel, etc. Parce que voilà, dans les familles, c'est passé des choses pas très cool. Pour beaucoup de familles, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on dit. Et c'est intéressant aussi. Je fais un petit topo sur la notion d'ancrage. Donc, comme moi, j'ai beaucoup cherché, j'aime bien élargir la notion d'ancrage, c'est-à-dire qu'on voilà, souvent on la résume à vos racines dans la terre. Donc voilà, c'est ce petit schéma. J'imagine les racines qui descendent dans la terre, etc., vers le cœur de la terre aussi parfois. Donc c'est intéressant dans la notion d'ancrage. Moi, j'aime bien positionner que c'est un petit peu dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Donc vers le sol et vers la terre. Donc la notion de bas, c'est la connexion avec la terre, la connexion avec la terre. Donc
plus moins. Donc évidemment, je le résume. Hein. Donc il y a cette notion de maillage hein, à aller chercher quand on est vers le sol. La connexion bien sûr céleste. Alors c'est pareil, ça pourrait être plus complexe, mais je résume avec aussi un plus et un moins. Toute la pensée chinoise, quand on travaille sur le Qigong, le Tai Chi, toute la notion d'art énergétique chinois, positionne toujours l'ancrage, c'est tertiel, c'est jamais que terre, c'est toujours tertiel, d'accord, dans tous les exercices, pour les personnes qui ont fait la posture de l'arbre, voilà, vous connaissez certainement très bien ça. Et c'est important aussi de conscientiser que l'ancrage, il est aussi donc avec l'écosystème, donc l'écosystème naturel, l'écosystème autre aussi, donc humain, les autres. Et pour les personnes qui sont déjà connectées, avec d'autres, il y a des personnes qui voient tout un tas d'autres choses énergétiques qui se baladent aussi. Comment on s'intègre là-dedans. Et j'essayais de représenter aussi cette espèce de cocon avec voilà un point central derrière. Alors ça c'est l'ancrage à la dimension. Et ça revient à comment on accueille, on intègre le fait qu'on vit dans ce monde et chaotique qui puisse être à certains moments, comment on intègre en fait de jouer avec les règles du jeu et les règles de cette incarnation-là. Donc cette histoire de petit cocon avec un point derrière, il y a différentes tribus amérindiennes qui expliquent que on serait comme incarné dans une espèce de forme d'œuf et que notre ancrage à cette réalité-là, elle serait grosso modo 40 cm derrière, donc dans le dos. Donc il le représente sous une forme de point. Et c'est comme si ça te permet de t'ancrer dans cette réalité. Donc c'est comme si ça permet d'ancrer à cette fréquence-là. Donc c'est différent de la connexion Terre, c'est comment je connecte avec cet environnement-là. Et alors typiquement, par exemple, les personnes schizophréniques, ces Indiens-là, ils expliquent que le point il bouge en fait, le point il est pas stable et du coup c'est des personnes qui passent dans d'autres formes de réalité, dans d'autres formes de conscience et d'autres formes de fréquences sans pouvoir le maîtriser. D'où c'est très dangereux, ils vivent d'autres choses en même temps. Donc voilà, c'était pour élargir un petit peu la notion d'ancrage. C'est pas que de vous au sol, il y a vraiment comment le sol il nourrit, de conscientiser ça en fait. Et ça c'est de conscientiser à quel point ça nous nourrit le sol et donc conscientiser aussi comment les racines, les ancêtres peuvent nous nourrir parce que effectivement la plante elle met ses racines en terre, mais après le but de la manœuvre c'est qu'elle se nourrit après à travers les racines. Il y a la sève, il y a des choses qui circulent pour pouvoir nourrir la plante. Et donc c'est important de conscientiser aussi ça, c'est cet autre mouvement où ça remonte en fait, ça remonte tranquillement à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'ancrage. Vraiment, de penser à 360 degrés, ne pensez pas que connexion Terre. Et aussi, je pourrais rajouter une notion d'ancrage, c'est l'ancrage au corps. On pourrait l'imaginer comme, si vous imaginez la croix christique, ou si vous avez déjà travaillé avec les énergies christiques, vous imaginez la croix chrétienne, qui est une géométrie sacrée qui existait avant le Christ. Du coup, c'était des choses qui étaient déjà utilisées avant, comme si ça se pose à l'intérieur de soi. En fait, ça pose une espèce de verticalité. C'est-à-dire, c'est une forme d'ancrage à soi-même. Comment je reste à l'intérieur de moi-même. Comment aussi, ça parle de souveraineté. Comment je reste souverain à l'extérieur de moi-même. Et on pourrait être ancré au sol, mais manquer d'ancrage à soi. Et donc, du coup, l'ancrage serait très bien au niveau des pieds, mais ça ferait décentrer au niveau énergétique, aux fonctions, par exemple, de la pensée. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous croyez, d'accord? Vous êtes peut-être bien ancré dans vos pieds, mais voilà, quelqu'un vous dit ah mais ça c'est mal ce que tu fais, ou ah mais ça c'est pas bien, ou ah mais ça ah mais ça c'est des reptiliens et c'est pas bien, et ça c'est pas bien. Enfin voilà. Et du coup, hop, décentrage au niveau mental et au niveau croyance, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose et peut-être qu'à un moment donné, alors peut-être que c'était vrai, que vraiment vous l'avez cru, mais peut-être aussi que vous n'êtes pas resté aussi dans votre centre pour vraiment ressentir par vous-même, analyser avec votre propre intuition, votre propre discernement, comment commencer à l'extérieur. Donc voilà, je présentais un petit peu tous ces ancrages-là et comme la thématique, on va aller voir plutôt dans le sol, dans la terre, parce que l'ancrage sol, terrestre, celui qui donne la force et celui qui donne les racines, on va s'intéresser à celui-ci qui est là. Donc voilà, donc dans cette notion, ça va être intéressant. Du coup, voilà, c'est intéressant de voir comment conscientiser, comment on va chercher la force des ancêtres, d'accord? Voilà, en laissant de côté ce qui a pu être vécu de difficile, en laissant de côté peut-être les ancêtres qui ont étaient pas alignés ou quoi que ce soit, voilà, ceux qui ont pu vivre en Occident, il y a eu 2 guerres mondiales vraiment qui ont laissé des traces dans la société. Donc il y a des gens qui sont venus du front dans des états
pas au top, on va dire. Donc, il y a forcément des problèmes dans l'arbre généalogique. Et comment ça va être intéressant de prendre ce biais-là, de dire, OK, comment je peux honorer mes ancêtres? Alors déjà, quand on honorer ses ancêtres, c'est s'honorer soi-même. Parce que déjà, c'est remercier pour être ici, en fait, hein, dans l'instant présent. Et du coup, ça renforce cette connexion énergétique sol. Donc, plus vous allez poser cette intention par rapport aux ancêtres, dès qu'on porte de l'attention à quelque chose, c'est de l'intention, etc. Plus, du coup, ce biais-là, en fait, cette notion qui est l'énergie qui vient de plus en plus forte. Voilà. C'est comment je conscientise ça de plus en plus. Donc, dans les sociétés asiatiques, y a souvent ça, il y a toujours un petit autel, et sur l'autel, même si c'est certaines divinités qui sont vénérées, il y a toujours quelque chose sur l'autel des ancêtres sur l'autel pour les ancêtres. Alors typiquement dans tous les restaurants étiquetés chinois, mais qui sont généralement asiatiques de tous les pays, vous regardez, il y a toujours un petit autel qui reste dans un coin, et il y a toujours quelque chose. Si vous discutez avec la personne, si elle n'a pas forcément trop en parler, vous direz qu'il y a toujours quelque chose pour les ancêtres. Donc, l'idée, c'est de renforcer un petit peu ça, de renforcer cette connexion énergétique pour aller chercher la puissance et gagner en stabilité, gagner en force au fur et à mesure. Voilà, donc c'est vraiment conscientiser qu'il y a une énergie qui nous porte. Quand on va aller chercher les ancêtres et les racines, il y a quelque chose qui nous porte. Et vraiment, c'est au-delà de tous les problèmes familiaux qu'il peut avoir. Hein. Et aussi, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont peut-être adoptées, qui n'ont pas connu leurs parents biologiques, c'est pareil, d'accord, hein, y compris d'aller chercher ça, parce que souvent, quand les personnes, elles ont laissé un enfant, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, généralement, voilà, c'est des familles ou des arbres généalogiques où il y a forcément des choses difficiles, mais on peut toujours aller chercher la force, même si on ne connaît pas en fait forcément les parents biologiques, et on peut toujours aller chercher ça en fait, parce qu'il y a toujours des personnes qui ont vécu sur cette terre, sur cette dimension, quelles qu'aient pu être les difficultés, quelles qu'aient pu être les choses difficiles. Il y a toujours, à travers les difficultés, une force de vie qui est là, qui a fait qu'ils ont mis au monde des enfants, qu'ils ont réussi à tenir debout malgré tout. Malgré toutes les difficultés de la vie. Et donc voilà là-dessus. Donc ça c'était pour parler ancrage, racines. Donc les racines, pensez bien, ça peut être dans différents sens, etc. Donc les racines, celles que l'on met en terre nous, celles qu'on décide de choisir. Et là c'est les racines personnelles, c'est plutôt celles qui vous portent pour construire votre propre tas d'expériences qui sont jouées. Et ça aussi, ça porte une information vibratoire qui peut impacter des arbres généalogiques. Donc c'est pareil, comme j'invitais à conscientiser la notion d'ancrage dans un petit peu toutes les directions, c'est pareil pour les racines. Donc il y a le sang familial, mais il y a tout un tas de choses. Qui se jouent autour en termes d'expérience, en termes de personnes qui ont pu naviguer autour. Et aussi conscientiser que, par exemple, dans un arbre généalogique, il y a une personne qui va être impactée, qui va rencontrer 30 personnes, disons 1 heure, quelqu'un, mais qui va changer sa vie, en fait. Ça arrive, hein, ce genre de rencontre. Je pense que au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est avec des thérapeutes, peut-être que c'est un inconnu qu'on rencontre. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de rencontres extrêmement marquantes qui souvent, si on creuse, sont souvent karmiques. C'est des rendez-vous qui marquent énormément. Donc c'est pas familial, qui va du coup garder une information vibratoire qui vient de l'autre personne. Et du coup, ça intègre l'arbre généalogique aussi, c'est une information qui intègre, qui va peut-être être moins forte. Il y a une puissance qui est moins forte, mais plus l'expérience elle est forte, plus elle est intégrée dans l'arbre généalogique. Et donc, il faut conscientiser que l'arbre, c'est pas un truc hermétique. L'arbre, les ancêtres, la famille, c'est pas un truc hermétique. Il y a tout un tas de choses qui circulent autour. De la même manière, par exemple, quand je fais une cérémonie de mariage alchimique pour un couple, j'axe toujours sur l'action extérieure qui se joue en permanence. Bien sûr, il y a comment on travaille la relation de l'un à l'autre dans la notion de couple, mais j'invite toujours à conscientiser que le couple se construit avec plein de choses aussi extérieures, du coup. Et donc, c'est pareil pour la généalogie, conscientiser qu'il y a plein d'énergies qui circulent en même temps.
c'est l'image de la forêt. Hein. L'arbre, il est jamais tout seul. Même quand il y a un arbre tout seul, il trouve toujours un moyen de communiquer avec l'arbre qui a quelques kilomètres. C'est prouvé maintenant scientifiquement que les arbres communiquent dans le sol ou dans l'air avec certaines molécules qu'ils libèrent dans l'air. Donc, il y a cette notion-là, c'est des métaphores que j'utilise pour conscientiser que ça communique aussi. Donc, dans la notion d'ancêtre, d'élargir le champ et voilà, d'honorer les ancêtres. Si vous avez des ancêtres positifs, aucun problème, honorez-le. Demandez la force, la protection, etc. Demandez les capacités qu'ils ont acquis dans leur vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette notion, on peut aller se connecter à la force des ancêtres, dans ce qu'ils ont vécu de positif, d'aller chercher cette force-là, et en laissant bien sûr de côté le nettoyage et les autres trucs dont on a plus considère qu'on n'a pas envie ou dont on n'a plus besoin ou qui ne sont plus du tout d'actualité, etc. ou qui ont besoin d'être rompus, cassés, libérés. Voilà. Et dans cette notion d'ancêtre également, ça serait un peu sur la notion d'ancêtre. Donc, faut penser à la forêt, donc pas que l'arbre généalogique. Il y a une forêt qui est là aussi autour. Et l'autre chose, c'est que je constatais moi énergétiquement que le lieu de naissance, il marque une empreinte. Tous les lieux dans lesquels on habite, on va rentrer en résonance de manière différente. Alors typiquement, c'est que on a une structure énergétique et alors qui va être plus ou moins héritée de notre famille en fonction de qui l'on est et des expériences qu'on a à vivre. Et donc la terre sur laquelle on est. Je donne un exemple pour que ce soit concret précis. Moi, je sais que je vibre pas pareil quand je suis sur une terre calcaire et je me sens beaucoup mieux quand je suis sur une terre calcaire. C'est ma structure énergétique, elle repart à ça. Donc calcaire, ça veut dire bassin sédimentaire, ça veut dire qu'il y a la trace de l'eau. Et bon, moi j'ai un délire avec l'eau, j'aime bien être près de la mer et je me sens pas en sécurité s'il n'y a pas la mer, pas très loin. Et donc quand il y a du calcaire, je sais que ma structure énergétique, mes champs énergétiques, ils fonctionnent différemment. Hein, ça peut être vu d'un point de vue médecine chinoise aussi. Au niveau des méridiens, ça circule différemment dans mon corps. Et ça, c'est pareil. On peut prendre la métaphore. Si vous jardinez, vous savez ça. C'est-à-dire que il y a des terrains, on va prendre un exemple très concret. Les cerisiers, sur certains terrains, ça ne donne pas de cerises. Ou alors ça donne des cerises pas bons. Et sur un terrain à 2 kilomètres où il n'y a pas du tout le même sol, il va pas y avoir du tout les mêmes cerises. C'est le même pied, c'est le même plan, la bouture vient du même endroit. Ça va pas du tout donner les mêmes cerises parce que c'est pas le même sol. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil, hein, scientifiquement, c'est de plus en plus connu pour les plantes et pour les arbres. Moi, j'observe la même chose pour les êtres humains, c'est-à-dire que notre structure énergétique, tout ce qui nous constitue, ne va pas réagir de la même manière en fonction de là où il est. Vous connaissez forcément des personnes qui ne peuvent pas rester en ville parce que c'est pas possible pour eux, ils ont besoin d'être connectés à la nature. Il y a des gens, c'est pareil, ils peuvent pas sortir de leur montagne. Il y a des gens, ils peuvent pas être loin de la mer. Et donc, c'est des particularités différentes. Après, il y a des personnes qui sont plus souples, qui peuvent changer d'endroit, etc., qui vont continuer dans des fonctionnements énergétiques où ça va, d'accord, où ça va pouvoir se positionner, ou qui vont pouvoir pallier et trouver des manières de fonctionner différentes en fonction du lieu, et que ça va faire que c'est ok, et ça fonctionne aussi. Donc, ça aussi en termes c'est-à-dire que du coup, on va être connecté au sol et on va être connecté aussi à l'histoire du sol sur laquelle on est et sur laquelle on résonne le plus. Donc ça, c'est intéressant. Je vous invite à essayer d'expérimenter quand vous vous baladez, quand vous savez très clairement que vous êtes sur des terrains différents. Alors, on a Google aujourd'hui, donc c'est très facile de taper géologie et le nom du lieu où vous êtes, en fait. Vous trouvez très rapidement les informations, sans être scientifique, sans rentrer dans les détails. Et ça permet de repérer, en fait, voilà, sur tel type de roche, sur tel type de sol, est-ce que vous vous sentez les mieux, en fait. C'est assez facile, mais c'est peut-être des choses conscientisées. Hein. Moi, je sais, par exemple, je me sens bizarrement plus en sécurité sur une île. Je sais qu'il y a des gens, quand ils sont sur une île, ils n'ont pas la notion de sécurité du tout qui se positionne. Donc, on est différent par rapport à ça. Et aussi, l'endroit où l'on est, c'est l'endroit où tout d'un coup, la matérialisation de notre âme, elle se prend fin, d'accord ? Ça se fait pendant 9 mois. Et il y a quelque chose de très fort qui se passe à l'endroit où on est. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre toute une vie à cet endroit-là, mais c'est quand même très intéressant d'aller le revisiter d'un point de vue énergétique. Alors peut-être que votre famille est restée là, peut-être pas. Peut-être aussi que vous ne connaissez pas pour les personnes voilà qui ont pu naître. Il y a des gens qui sont nés dans des terrains de guerre. Il y a des gens voilà qui ont été déplacés. Voilà, ou toutes les personnes adoptées qui n'ont pas forcément connaissance du lieu de naissance.
c'est toujours intéressant d'un point de vue d'aller aller en hypnose, en méditation, toutes les techniques que vous connaissez peut-être déjà certainement, d'aller connecter, tout simplement de mettre à l'intention de connecter à l'endroit où on est né. Et après aussi, on peut déplacer celui-là. En fait, on peut s'amuser à le déplacer comme s'il y a une espèce de pivot d'ancrage qui est positionné, c'est-à-dire de pouvoir le positionner. Ok, là j'ai envie de le déplacer à cet endroit-là. Ok, j'ai envie de le déplacer à cet endroit-là. Le lieu de naissance, il va toujours rester. En fait, au fur et à mesure, d'accord. Dans les sociétés traditionnelles, ça se faisait en enterrant le placenta, généralement sous un arbre particulier dans le village, en fait. Et c'est des pratiques qui se sont faites, qui souvent ont été cachées, qui commencent à revenir un petit peu en Occident, mais généralement dans toutes les sociétés africaines subsahariennes, généralement le placenta, il est sous un arbre et le placenta, il est très relié à l'arbre et aux ancêtres, en fait. On fait le lien entre les deux. Voilà. Je pense que il est 21h21. Je vais faire une pause là, voilà, parce que je pourrais parler pendant très très longtemps et on va laisser aussi pour les ateliers suivants un petit peu. J'aimerais avoir le temps de vous proposer des petits exercices. Mais avant de proposer des petits exercices, en fait, pour mettre un petit peu ce que j'ai dit, en fait, aller chercher d'autres types de connexions, aller essayer de connecter un peu à ça différemment. On va laisser la parole ouverte s'il y a des questions, du coup. Alors peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de conscientiser les questions, peut-être que oui. si. Alors j'ai désactivé le chat, donc je vais immédiatement le réactiver. Vous allez pouvoir poser vos questions à Mathilda. Mais en attendant, donc j'ai publié donc toujours dans le chat l'offre des 2 ateliers de Mathilda. Donc tu vas pouvoir nous en parler d'ailleurs en attendant aussi les questions. Donc juste pour vous dire, donc à propos donc pour vous inscrire donc aux 2 ateliers de Mathilda, donc je vous invite déjà à cliquer sur les boutons roses je profite de l'offre donc dans le chat. Vous allez voir qu'un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous avez tous les détails de l'offre voilà qui vont s'afficher. Et pour les personnes qui regardent le replay, donc le replay, vous l'aurez d'ici 24 à 48 heures à peu près. L'offre est dans le descriptif qui se trouve en dessous de la vidéo. Il y a aussi la vidéo sur la chaîne YouTube de l'ANV. Et pour les personnes qui regardent donc la chaîne YouTube de l'ANV, l'offre est visible en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. Et pour votre information, vous pourrez vous inscrire à tout moment, que ce soit via la chaîne YouTube ou donc sur le site de l'ANV. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement des ateliers? Alors, je ne sais pas, en attendant, je vais regarder les questions. Mais est-ce que tu peux nous parler donc des 2 ateliers? Donc déjà, pour les 2 ateliers, j'annonce que c'est pour le jeudi 8 avril. Donc le premier atelier à 20h30, on va parler de d'histoire et d'ancêtres, les mémoires cellulaires héritées. Et le deuxième atelier, c'est le jeudi 15 avril, toujours à 20h30. Donc on parlera d'harmonie chez les ancêtres. Donc on va travailler sur notre arbre généalogique. Voilà. Donc, yes. Donc voilà, pour décliner un petit peu tout ce dont j'ai parlé ici, en prenant 2 biais, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent être explorées, j'avais choisi de proposer le premier atelier pour travailler sur les mémoires cellulaires, dans cette dynamique de mettre en lien l'histoire, c'est-à-dire la grande histoire, avec la petite histoire. Alors typiquement, c'est par exemple la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Voilà, si vous avez des personnes qui ont vécu ça dans votre famille, quel que soit le terrain, c'est des choses qui ont marqué. En histoire, il y a une théorie, donc ça reste une hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a un historien qui a fait toute une thèse pour développer la notion de brutalisation. L'idée, c'était de comprendre pourquoi on arrive à la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et ce genre de choses. Et donc, l'hypothèse, c'est que la Première Guerre mondiale, il y a quasiment la moitié des hommes d'impactés, alors soit directement, soit pas directement. En France, c'est 1 homme sur 10 qui meurt, c'est 3 hommes sur 4 qui reviennent amochés du front.
Les autres, bon, on parle pas de trauma à l'époque, mais qui reviennent quand même assez traumatisés de ce qui a été vécu. Donc, donc on se retrouve avec une société qui a été déstructurée et avec la majorité des hommes qui ont vécu des choses extrêmement violentes. Et donc, cette violence qu'ont vécu tous les hommes qui sont passés au front se répercute dans la société. Donc, c'est pour donner un exemple. Ça a des conséquences. Et c'est intéressant d'aller voir au niveau énergétique, c'est-à-dire on sait que maintenant, l'idée, c'est que ce qui est vécu au niveau global, ça impacte chaque individu, chaque famille. Comment on peut comment déjà, en prenant conscience que ça a impacté la famille, déjà, il y a des choses qui bougent, et comment on peut mettre ça en lien avec les histoires familiales particulières. Quand il y a de l'alcoolisme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues d'Algérie, qui ont fait la guerre d'Algérie, qui étaient alcooliques après. Des choses comme ça. Il y a plein de choses. Donc l'idée de cet atelier, ça va être d'explorer, alors rapidement parce que c'est jamais complètement complet, ça reste un atelier, mais d'explorer un petit peu ça. Et donc l'idée, ça va être vraiment de faire du concret. Et donc l'idée, ça va être, voilà, si ça vous intéresse, de venir vraiment avec vos questions personnelles. Voilà, il y a eu ça dans c'était de mettre en exergue, sachant aussi que les questions, elles sont jamais là par hasard et les questions qui sont choisies sont jamais là par hasard, donc elles serviront pour tout le monde. L'histoire, ça va être vraiment de mettre en lien les deux pour mettre de la lumière, parce que souvent on travaille que sur l'arbre générationnel et il n'y a pas, à mon sens, dans cette notion, les ancêtres c'est global et il y a toute cette histoire globale, comme je vous disais, c'est la forêt qui est là et comment on connecte un petit peu avec tout ça. Et toujours, la dynamique, c'est toujours comment moi je fais en sorte que je suis plus ancrée, comment je vais chercher la force aussi, hein, c'est de voir aussi la force de résilience chez les personnes. Si je reprends cet exemple-là, qui se sont retrouvés à faire la guerre d'Algérie, qui se sont retrouvés à faire la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été parfait ce qui s'est passé après, c'est sûr, ça a créé plein de problèmes, mais c'est quand même des gens qui ont tenu debout, qui ont élevé des enfants, qui ont fait une famille, qui ont fait ce qu'il fallait faire, ou pas aussi parfois. Hein. Certains n'ont pas forcément toujours trouvé la force, mais voilà, d'aller chercher vraiment à chaque fois la force en allant là simplement juste mettre en lien, mettre les prises de conscience qui sont là en fait. Hein. C'est des choses que j'ai déjà fait. Alors pour les personnes qui regardent, j'ai déjà fait une vidéo sur la question il faut pas que je fasse voilà, sur la question, si vous avez des ancêtres en Vendée, cherchez mémoire cellulaire de Vendée, vous trouverez. D'accord, c'est accessible. Et du coup, voilà, le premier atelier, il est là-dessus. Et le deuxième, ça va être un travail pour vous guider à travailler par vous-même sur l'arbre généalogique. Et donc, pour ce deuxième atelier, je vous demanderai de préparer l'arbre généalogique. Alors, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être qu'il n'est pas fait. Cette formation, on peut faire cet atelier-là. Hein. Il y a des fois, on connaît pas forcément, on peut pas remonter loin. Voilà, ou parfois on a perdu la trace des choses. L'idée, c'est de vous proposer un atelier assez intuitif. On va aller voilà, chercher des informations, poser ce qui a besoin d'être posé, et toujours dans cette notion c'est-à-dire que plus on pose de la fluidité dans l'arbre, plus l'énergie dans l'arbre, elle est forte, plus on peut connecter au ménage de la terre derrière, et plus on peut connecter à cette force-là, et plus ça peut devenir quelque chose de nourrissant, l'arbre généalogique, et plus quelque chose qui pose problème. Voilà. Donc je pense que ça va résumer. Ok, merci beaucoup. J'étais en train de répondre à Christelle qui demande donc si on peut prendre les ateliers après le replay, bien sûr. Comme j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez le prendre à tout moment. Vous pouvez prendre l'offre, donc prendre l'offre donc avec les 2 ateliers de Mathilda à tout moment après le replay, soit tout de suite, soit un peu plus tard après le replay. Voilà. Alors, je vais prendre toutes les questions qu'il y a dans le chat. Pour le moment, je désactive à nouveau parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je ne voudrais pas rater les questions. Alors, je crois que... Ouais, voilà. Darlène. Je vais commencer par Darlène. Est-il possible de se relier à plusieurs terres et de ce fait, est-ce que c'est difficile de s'ancrer uniquement quelque part? C'est-à-dire, je crois comprendre sa question. Est-ce que c'est possible de s'ancrer et quand
quand on est dans un seul lieu, est-ce qu'il est possible, par exemple, moi je suis originaire de Madagascar, est-ce que il m'est possible de m'ancrer à la terre malgache, à mes ancêtres là-bas, ou alors que je suis ici localisée en France? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, dans la question, moi, je voyais, je voyais différents potentiels. D'accord. Il y avait différents. Je sais pas ce que la personne forcément a voulu dire. À la fois, il y a ça. Du coup, on peut être l'ancrage. Il n'est pas forcément, comme je disais, c'est pas que un seul. Si on le visualise sous une forme de bâton, c'est pas forcément un seul bâton. Moi, l'arbre qui me parle le plus, et du coup, je pense que ça va répondre en termes d'image et de métaphore, c'est le palétuvier. Alors, le palétuvier, il a ses racines à l'extérieur qui vont chercher un petit peu partout. Donc, ça, c'est pareil. C'est toujours intéressant juste d'observer la nature. Il y a des arbres qui ont le tronc et les racines, on les voit pas. Il y a des arbres qui ont leurs racines à la surface du sol. Et vraiment, les palétuviers, ça c'est vraiment l'exemple parfait. Et aussi, parce que le palétuvier, il pousse dans les mangroves, donc sur des espaces qui sont entre deux eaux, hein, typiquement, énergétiquement, qui sont facilement reliables. Les mangroves, par exemple, les mangroves côté Amérique sont reliés énergétiquement aux mangroves côté Afrique en fait. Hein. Il y a des liens qui se font énergétiquement. Et du coup, vraiment cette métaphore-là que les racines, elles sont à l'extérieur. Et c'est comme une autre métaphore intéressante, c'est la noix de coco. Alors la noix de coco, c'est le fruit d'un arbre. Et la noix de coco peut s'enraciner n'importe où et peut rester naviguer des mois à la surface de l'eau avant de trouver une terre et décider à pousser en fait. Hein. Il y a des noix de coco, il faut imaginer, il y a une noix de coco qui se pose sur une plage. La mer les ramène et puis finalement sur une autre plage et puis non et ça ramène et finalement ça finit par pousser à tel endroit en fait. Donc voilà, c'est pas. Je pense que c'est intéressant de mettre de la complexité là-dedans. Donc pour moi, oui, l'ancrage, il n'est pas forcément linéaire, d'accord. Il peut avoir plein de branches. Faut penser que les racines, elles sont multiples. Hein. L'image des racines dans le sol, c'est une multiplicité. Mais peut-être que dans la question de Darlene, parce que moi, du coup, j'ai pensé peut-être terre multidimension. J'ai pensé à des trucs un peu plus fous. Et du coup, parce que il y a des espaces énergétiques terrestres, comme je disais, si on voit la Terre comme un complexe vivant, très grand, très vaste, que de la même manière que nous, on a différents corps énergétiques, c'est comme si la Terre elle a différents corps énergétiques. Donc peut-être que Darlene, peut-être a parlé aussi de ça, c'est-à-dire comment on se connecte. Est-ce qu'on peut se connecter à différents plans, voire ça peut être encore plus bizarre en termes de multidimension. Parce que je connais une Darlene qui peut avoir ce type de connexion-là, donc je ne sais pas si c'est cette Darlene-là qui a posé la question. Et oui, donc cette notion peut-être de parler de multipotentiel et de métissage, oui, on peut être connecté à plusieurs racines. Hein, ça c'est et on peut planter dans le sol, on peut le symboliser. Hein, dans certains chamanismes, on fait des rituels où voilà, on va mettre un bâton en terre, on va faire un rituel à tel endroit, etc. Ça peut être intéressant, comme on peut avoir vécu dans différents endroits, ça peut être intéressant de poser la notion d'ancrage dans les différents endroits aussi également. En fait. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Comme je savais pas, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire Oui, plusieurs terres exactement. c'est clair. Non, merci. Merci Mathilda. Mais je vais toujours répondre à Darlene qui demande petite question. Code réduction, est-ce déjà dans l'offre pour le webinaire? Oui, ce que vous voyez comme prix dans l'offre, c'est voilà, c'est déjà ça. Il n'y a pas de réduction ni voilà, c'est le prix des 2 ateliers que vous voyez bien, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Voilà. Alors, Sullivan, comment se reconnecter à sa source après avoir été victime de sorcellerie? D'accord. Alors, la première question, c'est aussi qu'est-ce qu'on entend par source. Alors, si la source, elle est à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui vont dire que la source, c'est plutôt Dieu qui est à l'extérieur. Alors, peut-être que du coup, s'il y a eu sorcellerie, ça va être vraiment de recontacter peut-être pleinement à l'intérieur de soi, c'est ce que j'entends. Oui, bien sûr. Euh, et si la question est posée, c'est que normalement, la personne s'est déjà débarrassée de sorcellerie et que logiquement, après, typiquement, tous les gens qui travaillent un petit peu dans le domaine du chamanisme peuvent faire des recouvrements d'âme dans ces cas-là, pour vérifier que tout est bien revenu en son centre, si c'est le sens de la question.
Et ouais, du coup, j'ai du mal à bien cerner tout à fait la question, c'est-à-dire comment revenir à sa source, si c'est se retrouver Se relier, complètement. ouais, se relier à la source, ouais. Ouais, je pense en fait. Et aussi, moi, quand je travaille sur des cas de sorcellerie, moi, on donne de l'importance à la sorcellerie, c'est-à-dire la source, elle revient toute seule en fait, hein, comme j'expliquais, c'est-à-dire que quand on met les racines en terre, l'arbre il fleurit, et l'arbre il pousse et il va grandir, évoluer en fait. Et si le problème a bien été évacué, logiquement, l'énergie elle se remet en place en fait. Hein. C'est le principe de régénération qui est, voilà, il y a des films qui ont été faits là-dessus qui expliquent ça. C'est que la force de vie, les circuits énergétiques, ils cherchent toujours à revenir à leur source originelle en fait, tout le temps, quel que soit le blocage, quel que soit le truc, etc. Ou à se modifier quand il y a besoin d'être modifié. Et je pense que, voilà, moi j'invite en tout cas Sullivan à vraiment être dans la confiance que si Sullivan, tu as bien identifié que le problème a bien été enlevé, ne va pas être répété, logiquement, le cours des choses va pouvoir se remettre naturellement en fait. Hein. C'est comme dans la nature, l'énergie fonctionne comme ça horreur du vide. Hein. C'est le système de vase communicant. Donc si le truc, il n'y a plus de blocage, l'énergie elle revient, hein, comme un cours d'eau, tu enlèves un barrage, ça coule en fait. Hein. Donc logiquement, ça devrait être ça. Après, voilà, je connais pas tous les tenants aboutissants de la question aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, question de Christelle. Je trouve cela très intéressant lorsque nous sommes de deux cultures différentes et nés dans l'une d'entre elles. Doit-on se connecter aux différentes cultures? Alors, donc pour son cas, elle, c'est l'Inde et le Cambodge, le père, et la France et l'Angleterre pour la mère. Je pense, de mon expérience, qu'il y a des moments dans la vie où on peut avoir des appels. C'est-à-dire, c'est comme si il y a aussi des moments. Il y a des moments. Si la reconnexion et la recherche doit être faite, généralement, la personne va avoir des appels, des synchronicités, des choses, enfin des visions, des signes, des rêves parfois aussi. Hein, ça peut se manifester très fortement à travers les rêves, qui vont demander à aller chercher. Après aussi, moi, de mon expérience à la fois personnelle et de toutes les personnes que j'ai pu voir qui sont issues de métissage aussi, j'ai quand même observé que quand elles allaient reconnecter à une culture peut-être avec laquelle elles ont moins été en connexion. Alors c'est pas tellement tout connaître et tout savoir, c'est pas ça tellement l'importance, mais vraiment d'intégrer que ok, je suis aussi de là en fait, ou je suis issu de là en fait, et mon arbre, comme la question d'avant, elle dit est-ce qu'on peut être enraciné à différents endroits? Oui, en fait, j'ai observé que la construction de la personne, comment dire, l'arbre fleurit plus. En fait, j'ai observé que les personnes quand elles reconnectent à des espaces où elles n'ont pas été, il y a des facilités, il y a une fluidité, comme s'il y a une notion de force. Comme si plus on est ancré, plus la sève peut couler, plus il y a de la nourriture de la terre, hein, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, énergétique, peut circuler facilement en fait. C'est aussi une forme d'unité à l'intérieur de soi, d'aller chercher et de pouvoir s'autoriser à être plein de choses aussi à la fois. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ok, merci beaucoup. Alors, Pascaline, bonsoir. Merci pour ces super explications. Tu as parlé des personnes schizophrènes qui ont la capacité d'aller dans d'autres dimensions et qui sont moins stables dans l'ancrage. Est-ce le cas aussi pour la bipolarité? Alors c'est quelque chose, donc je ne pourrais pas l'affirmer, mais c'est quelque chose dont j'ai discuté avec des collègues, parce que moi je n'ai pas eu voilà, je n'ai pas eu à accompagner ou à soigner des personnes bipolaires. En termes de schizophrénie, il y a le mot capacité qui a été utilisé. C'est pas vraiment des capacités, c'est vraiment plus une non maîtrise totale du truc. Hein. C'est parce que du coup les schizophrènes, c'est vraiment très difficile ce qu'ils vivent. Hein. C'est vraiment très très compliqué. Et ça vraiment c'est la lecture des chamanismes hein, par rapport à ça. Et moi j'ai connu des médecins énergéticiens ou autres collègues thérapeutes en énergétique qui arrivait à des résultats et à vraiment stabiliser la personne en travaillant vraiment dans cette notion d'ancrage là, en fait, hein, en stabilisant cette notion.
Donc, je pourrais pas l'affirmer pour la bipolarité parce que moi, je l'ai pas constaté par moi-même parce que j'ai pas travaillé dessus directement. Mais effectivement, j'ai des collègues qui m'ont confirmé ça en fait. C'est-à-dire que comme s'il y a une notion d'unité à retrouver pour que cette notion de balance elle arrête. Hein. Voilà, parce que du coup, les personnes bipolaires ne maîtrisent pas, hein, comme les schizophrènes, ils maîtrisent pas du tout les moments où ça bascule. Les bipolaires, c'est beaucoup moins fort dans ce que j'ai compris, mais il y a une notion où à un moment ça bascule et surtout ils se rendent pas compte aussi, c'est surtout ça. Donc je pense que c'est une piste intéressante à explorer. Ok, merci beaucoup. Alors, la question de Slaven. Que penses-tu de quelqu'un qui a eu une certitude que tout ce que je vis chaque jour, chaque instant, avoir une certitude d'avoir déjà vécu chaque instant et de le redécouvrir dans l'instant présent, tout ce que je vis comme si tout était écrit. Est-ce que tu peux me donner une voix V-O-I-E ou une petite réponse? Merci de tout cœur. Est-ce que tu veux que je répète, je te relise la question? Non, ça va. Parce que que penses-tu de quelqu'un qui a une certitude d'avoir déjà vécu donc chaque jour, chaque instant, d'avoir une certitude d'avoir déjà vécu chaque instant et de redécouvrir dans l'instant présent tout ce que je vis comme si tout était écrit. Oui, alors c'est donc c'est l'impression de déjà vu peut-être comme si tout était déjà ouais. Ouais, donc je pense que cette personne vit une impression de déjà vu permanente. Il y a deux pistes d'explication possibles. À la fois, ça peut être effectivement en train de revivre un schéma des ancêtres. Ça arrive que certaines personnes revivent à l'endroit où un ancêtre a vécu, ou se retrouvent à ça arrive. Je lisais un livre en psychodégénéalogie il y a pas longtemps, et la personne expliquait que il y a des gens qui se rencontrent et qui se marient au même endroit que un ancêtre, mais ils étaient pas au courant, ils l'apprennent après en fait. Il y a tout un tas de choses qui se rejouent dans l'arbre généalogique, des choses assez folles où la personne habite dans la même rue en fait, mais ils savaient pas du tout que il y a 3 générations avant, la personne a vécu à cet endroit-là. Donc ça peut être ce genre de porosité au niveau générationnel. Ça peut être une porosité dans l'arbre générationnel en termes de syndrome du gisant, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est mort, le deuil pour x, y raison n'a pas été fait correctement. Parfois, il y a une personne dans l'arbre généalogique qui va porter très très fortement l'histoire de la personne. Et donc typiquement, cette personne va habiter au même endroit, faire le même métier, sans forcément connaître rien de la personne. Hein. Il y a des fois où on constate qu'il y a des répétitions extrêmement fortes. Ça peut être ça. Et bien sûr, dans l'hypothèse des vies antérieures, ça peut être aussi une vie antérieure qui a été déjà vécue au même endroit. Je sais pas quel exemple donner là-dessus. Ouais, c'est par exemple, je me retrouve dans un temple, je suis en train de visiter un temple à tel endroit et j'ai l'impression de tout connaître. Et quand je rentre dans la pièce, j'ai l'impression à l'avance, etc. Donc ça peut être ça. Après, comme la personne, j'ai l'impression dans la question, c'est un peu permanent. Alors peut-être que là, c'est peut-être plus, ça peut être une forme de médiumnité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça arrive beaucoup plus souvent dans les rêves. Il y a des personnes généralement qui vivent qui ont qui ont le déroulé de ce qu'ils vont vivre après dans les rêves. Il y a un certain nombre de personnes qui vivent ça, ou ça peut être voilà des flashs et du coup il y a une espèce de notion d'anticipation en fait qui est là au fur et à mesure. Moi c'est pas ma spécialité, mais ça m'arrive dans mes rêves. De temps en temps j'ai des flashs, mais c'est pas des informations intéressantes parce que c'est des scènes de la vie quotidienne banales et basiques. Ça m'arrive aussi sur des moments d'élévation et de connexion très très fortes. En fait, quand je vis des états modifiés de confiance très importants, j'ai été dans des états où tu sais à l'avance ce qui va se passer. En fait. Donc, ok, merci beaucoup. Alors, je vais prendre déjà la question d'Émilie. Bonjour Mathilda. Tu faisais ton dessin avec une flèche vers la terre et une autre vers soi. Est-ce la jambe droite vers la terre et gauche vers soi? Oui, tu en parlais tout à l'heure sur ton dessin. Il y a l'énergie qui monte et l'énergie qui descend par une jambe et puis l'autre qui redescend. Ouais. Et du coup, en fait,
Normalement, dans certains traités énergétiques, on va dire vraiment que ça remonte dans la jambe gauche et que du coup, voilà, il faut imaginer l'énergie de la Terre, elle remonte au chakra racine par la jambe gauche et techniquement, ça redescend via la jambe droite, donc ce qu'on appelle la prise terre, voilà, par le pied droit. Du coup, et là, l'énergie est relâchée, donc tout ce qui a besoin d'être relâché dans la Terre passe par là. Donc, dans les arts martiaux, Qigong, etc., école de Mantak Chia, ils le conscientisent avec le sacrum, en mettant en lien que le sacrum, c'est comme une espèce de queue, et la plupart des animaux qui ont une queue, ils la bougent tout le temps. Il y a une notion d'équilibre, mais il y a une notion aussi d'énergétique pour les personnes qui peuvent observer énergétiquement. Il y a aussi comment je me décharge énergétiquement aussi à un moment donné. D'où les chats, qui se baladent la nuit, ils se déchargent énergétiquement, typiquement. Donc, voilà, il y a différentes manières de le voir. Donc, on peut le voir, ça circule dans les jambes. On peut voir aussi, on peut intégrer le sacrum à ce système énergétique-là aussi. D'où il y a tout un tas d'exercices en Qigong où on va positionner le bassin d'une certaine manière pour retrouver et relâcher énergétiquement les choses et justement remettre dans la fluidité dans le bassin à ce niveau-là. Et donc ça c'est la règle, d'accord? Parce que moi à chaque fois, c'est comme quand on dit le côté droit c'est féminin, le côté gauche c'est féminin. Il y a d'autres écoles qui disent que c'est le contraire, c'est inversé. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être dans des configurations différentes, en fait, aussi en fonction de homme, femme, toute une histoire de vie, etc. Et que parce qu'on n'a pas les mêmes corps énergétiques, en fait. Hein. Typiquement, je prends souvent l'exemple des personnes qui sont non binaires. Souvent, ils ont des structures énergétiques qui sont pas féminin-masculin, donc qui vont avoir une complexité plus complexe que féminin-masculin au niveau énergétique et plus complexe que moins au niveau de la prise terre, en fait. Donc, logiquement, normalement, la lettre, on va dire la norme, c'est l'énergie remonte, donc on pourrait imaginer un plus, c'est-à-dire que un plus au niveau de la jambe gauche, donc pouf, il y a l'énergie qui passe par là, et au niveau de la jambe droite, ça relâche et ça redescend tout ce qui a besoin tout ce qui a besoin d'être relâché. Donc généralement quand il y a des problèmes dans les jambes, justement ce circuit énergétique là, il n'est pas super au top. On retrouve ça au niveau, je suis pas hyper calée en médecine chinoise, mais pour avoir des collègues qui travaillent, voilà, il m'expliquait qu'il y a bien cette notion de, il faut que ça circule dans les jambes parce que la connexion avec l'extérieur, elle est importante. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc il y a une norme plus/moins comme ça. Et après, voilà, il y a d'autres. Moi, quand je travaille, je fais toujours du cas par cas parce qu'il y a toujours des choses un petit peu étranges, donc à accueillir si c'est inversé. Et peut-être aussi que quand c'est inversé, c'est pas forcément mal. Ça peut être simplement que le fonctionnement de la personne, il est comme ça. C'est comme quand un chakra, il est plus refermé. Je vais jamais chercher à l'ouvrir d'un coup parce que c'est tout un équilibre énergétique qui tient. Donc, on va voir, je vais plutôt travailler sur la globalité. Et si le système en entier trouve son équilibre, ça va s'ouvrir en fait. C'est comme je disais pour l'arbre, je vais pas chercher forcément à ouvrir au niveau couronne ou au niveau troisième œil, je vais poser les racines. Et après, si c'est OK pour le système, il va s'ouvrir tranquillement en fait. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ok, merci beaucoup. Et je pense que tu as répondu en fait à la question d'Arlette et de Florence qui demandent comment s'ancrer efficacement. Donc, tu viens d'y répondre. Mais sinon, il y a Laura qui pose aussi cette question. Elle n'a pas compris la différence entre ancrage et enracinement. Et est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs? Ancrage et enracinement, ouais. Enracinement, moi, la différence que je fais sur ces termes-là, c'est-à-dire enracinement, je vais juste penser vraiment aux racines. Donc vraiment que l'aspect terre. Quand je vais travailler l'enracinement, je vais travailler que là-dessus. Quand je vais travailler en termes d'ancrage, et la question d'avant, comment je m'ancre, c'est-à-dire que pour moi, il y a différents types d'ancrage. Donc il y a l'ancrage à la terre, il y a l'ancrage à la dimension, l'ancrage avec l'environnement, comment je m'intègre dans la société, comment je m'intègre dans les différents groupes dans lesquels je suis, comment je communique avec mon environnement humain, non humain, naturel, etc. Et aussi, du coup, l'ancrage ciel, en fait, ma connexion spirituelle aussi. Donc, l'ancrage, à mon sens, c'est vraiment, il y a plein de techniques différentes à explorer pour pouvoir poser les choses. Et à mon sens, après, c'est à nous de définir. C'est des mots qui sont pas concrètement dans le dictionnaire français, dans la manière dont nous on en parle d'un point de vue énergétique. Donc voilà, comment on se met d'accord sur les définitions à la base. Moi, l'enracinement, je vais le voir vraiment avec la connexion terre, donc les racines,
les ancêtres, etc. La force, du coup, c'est de ce côté-là que je vais la chercher, du coup, dans la notion d'enracinement. Et ça me paraissait très important de comprendre aussi toutes ces notions d'ancrage, d'accord, qui ne vont pas toujours dans l'enracinement, parce que l'enracinement à la dimension et à cette fréquence, la fréquence de cette dimension-là, c'est difficile de l'appeler enracinement concrètement, en fait. Voilà, une distinction de mots. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vais te lire le commentaire de Sullivan. Je pense que j'ai l'impression qu'il a besoin d'ancrage ou justement. Sullivan dit je me sens perdu et déstabilisé à cause d'un déséquilibre d'énergie et de pensées négatives qui me fait douter de tout et de moi-même. Donc, est-ce que l'ancrage pourrait l'aider, lui? Bien sûr, parce que du coup, dans ce type de cas, le première chose que je vais explorer, après, bon, voilà, c'est une réponse. Alors, du coup, ce sera jamais complètement complet par rapport à une exploration, une séance complète. Mais la première chose que je vais explorer à la personne dans ces cas-là, c'est comment je peux faire descendre ses énergies. Parce que typiquement, quand il y a des pensées qui tournent, plus on va faire descendre les énergies, moins l'énergie elle est là, et plus ça peut contrebalancer ce qui est en train de se jouer là. Après, il faut aller voir pourquoi aussi derrière. Et cette notion d'être perdu, tout de suite, plus on descend en terre, plus le mental se calme. Et aussi, plus on descend en terre, plus la notion de conscience, parce que ça devient plus calme au niveau du mental, et plus ça peut se poser. Donc, ça peut être un exercice très simple de visualiser, par exemple, une énergie qui est là, et de demander, soit de visualiser si on arrive, ou de mettre l'intention, ou d'imaginer aussi, ça dépend, voilà, de comment la personne elle est sous un arbre. Parfois, on demande à l'arbre, voilà, l'arbre, parce qu'il a cette énergie naturellement lui, il peut le faire. En fait, ça peut se faire. Ça peut être fait ailleurs aussi dans la nature. En fait, tout ce qui va permettre de descendre en terre va permettre de calmer. Et aussi parce que la personne a parlé de déséquilibrage au niveau énergétique. Et plus on va faire descendre l'énergie en terre, plus le rééquilibrage peut se faire aussi. Du coup, je sais pas aussi quel type de déséquilibrage c'est. Et plus ça va pouvoir se positionner, descendre, et toujours cette notion, plus l'ancrage est là, plus les racines elles sont là, plus ça va pouvoir se poser. Avec cette notion, du coup, Sullivan, c'est pas forcément toi qui mets les racines en terre, va chercher cette notion de je laisse la terre me porter, je laisse la terre venir se brancher ses propres racines à moi, et du coup, c'est la terre qui fait le job, c'est pas moi qui fais le job, d'accord? Et du coup aussi, ça peut aider à ce que s'il y a un déséquilibre, pouf, la structure énergétique retrouve son équilibre de base. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour Sullivan. Alors, Florence demande comment se connecter à nos ancêtres. Ok. On va le faire. Est-ce que c'est le but de l'atelier, justement? Est-ce que tu vas faire où il y a un exercice qu'on va faire là? Ouais, c'était les deux petits exercices que j'avais envie de proposer. D'accord. Ah ben voilà, super. À la fois, cette chose-là que j'expliquais à Sullivan, c'est-à-dire comment on laisse la terre venir chercher les racines, c'est-à-dire c'est pas moi qui mets mes racines en terre, mais je laisse la terre venir me chercher en fait dans mes racines. Et aussi deuxième, je sais pas, on peut déborder en termes de timing, hein, du coup. Hein. Oui. Voilà. Non, on va prendre encore quelques questions et puis si tu veux, on terminera par les exercices. Hein, voilà. Donc Florence peut rester encore jusqu'au bout. Hein, on va faire des exercices donc de connexion. Donc Darlène demande est-ce qu'avoir perdu le fait de marcher pieds nus nous a coupé de nos racines? Oui et non. Je pense que ça enlève une certaine conscience, par contre. Je pense que ça enlève une certaine conscience. Après, il y a des gens qui sont en chaussures, qui ne marchent plus pieds nus, qui gardent cette conscience-là. Après, il est vrai que, et il y a plein en géobiologie, géotaylorisme, enfin, il y a plein d'exercices pour mettre des choses au niveau terre. C'est vrai que il se passe plus de choses quand on marche pieds nus, justement dans cette notion plus-moins, hein, d'accord? C'est vraiment ça fonctionne comme en électricité, ion positif, ion négatif. Il y a beaucoup plus d'échanges quand on est sur le sol et pas sur le goudron, à vraiment le sol-sol. D'ailleurs, nous, il nous faut des chaussures. On sait plus marcher pieds nus, alors que ils n'avaient pas forcément besoin de chaussures à l'époque, hein, et y compris dans le froid aussi. Et
Donc oui, ça change les choses. Après, il faut penser que la connexion peut se faire. Plus vous mettez l'idée que la connexion, elle se fait énergétiquement, l'énergie, elle passe à travers tout. Donc ça passe à travers des chaussures en plastique, ça passe à travers des semelles en cuir, ça peut passer aussi à travers, si vous habitez dans une maison qui a une chape de plomb ou ne serait-ce n'importe quelle construction. Si vous avez habité en immeuble aussi, que vous êtes au 10e, voilà, on peut habiter dans un immeuble très haut, quand il sait que, ok, mais ça redescend et je ne suis pas coupée aussi. C'est-à-dire que la croyance crée aussi la connexion. Donc, plus vous pensez que vous pouvez être connecté, par exemple, en ville, prenons, il y a des gens qui ont cette notion-là, ils peuvent pas aller en ville, ils aiment pas ça. Donc, ok, peut-être que c'est l'environnement et c'est ok, ils arrivent à vivre avec ça. Après, peut-être que, voilà, on peut être en ville et se dire, ah, je suis pas bien, je suis pas ancrée. Mais on peut trouver cet ancrage-là aussi en ville, cet ancrage terre, d'accord? Donc, à chercher parfois justement les racines, l'enracinement, la terre me cherche. Et aussi, c'est intéressant de savoir à l'heure actuelle que d'un point de vue écologie, la vie sauvage a plus de place dans les villes parce elle a plus le champ libre, elle peut plus se balader. Donc, les êtres de la nature, c'est pareil, on les retrouve dans la ville aussi, même s'il y a peut-être moins de végétation. Donc, de conscientiser en fait la croyance crée des choses. Donc, plus on peut penser que, ok, le béton, c'est aussi naturel, même si ça a été construit à un moment donné et que c'est pas sa place originelle et que c'est l'être humain qui l'a déplacé à un moment donné, plus ça peut se positionner, en fait. Donc oui, effectivement, il y a une réalité et le plaisir, ne serait-ce que en termes de plaisir, le plaisir de mettre ses pieds dans la terre le matin quand il y a la rosée dans l'herbe, c'est des plaisirs corporels qui sont extrêmement intéressants. Et plus on va dans la corporalité, plus on va dans la conscience, plus il y a tout un tas de conscience qui s'ouvre et moins on a de stress aussi. Hein, ça gère le stress, la gestion émotionnelle, etc. Ça a des impacts un petit peu à tous les niveaux. Mais en même temps, c'est intéressant de positionner que oui, ça peut se faire. Moi, ça m'arrive de marcher en conscience sur le goudron. Hein. Je sais que le goudron, c'est pas, ça reste un élément naturel. Mais de conscientiser, ok, je conscientise ma connexion à la terre à travers le goudron, à travers le béton qui est posé au sol, etc. Donc, toujours penser qu'on peut passer au-delà et que c'est possible aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, pour Sophie, bonsoir. Question de Sophie plutôt. Bonsoir. Suite à l'ouverture accidentelle du troisième œil, comment arriver à s'ancrer correctement pour retrouver une vie normale? Merci. Alors pareil, hein, il y a plusieurs possibilités. Et effectivement, ça peut être simplement de poser l'intention que ton troisième œil, c'est toi, Sophie, qui décide quand tu l'ouvres et quand tu le fermes, en fait. Donc c'est-à-dire que parce que du coup, je comprends qu'il y a eu une ouverture spontanée. Et ça peut être simplement l'image. Moi, que j'utilise, j'aime bien utiliser des métaphores et des images simples. C'est comme si tu dois conscientiser, c'est comme une porte. Tu l'ouvres et tu la fermes. Et c'est toi qui maîtrises, en fait. Et souvent, simplement en demandant les choses, il y a des fois, ça suffit simplement en mettant cette intention-là. C'est-à-dire que tu décides d'ouvrir ton troisième œil quand tu l'as décidé, quand c'est ok pour toi et quand ça ne va ne pas te perturber. Parce que qui dit troisième œil, j'imagine que tu as plein de sensations qui viennent aussi en même temps et que c'est pas facile à l'heure actuelle de gérer tout ce qui arrive comme information, comme sensation, tout ce qui arrive avec le flot qui peut se présenter quand il y a une ouverture de troisième œil comme ça. Et du coup, donc une première option, ça va être vraiment cette notion, j'ouvre la porte, je ferme la porte quand j'ai envie. La porte peut ne pas être complètement hermétique, hein, c'est-à-dire c'est toi vraiment qui décides quand ça se passe. Donc ne serait-ce que poser l'intention et aussi voilà chercher toutes les notions d'ancrage qui peuvent être possibles. Donc aller dans la nature, demander de l'aide à des arbres. Hein. Ça peut être juste que tu te poses sur un arbre. Hein. Il y a des fois après tu peux rentrer dans ce truc-là de parler à l'arbre et de lui demander si c'est s'il peut t'aider en termes d'ancrage. Mais je pense très honnêtement, moi ça m'est arrivé, toutes les personnes que j'ai accompagnées à chaque fois, le fait de dire ok c'est moi qui décide, c'est comme pour les passeurs d'âmes, hein, quand ils se voient plein d'âmes errantes débarquer, souvent ils sont débordés, comme pour les clairaudients quand ils se mettent à entendre, souvent ils ont plein d'informations, ça fait un espèce de brouillard et c'est très très difficile à gérer. Donc c'est simplement de dire ok je veux pouvoir gérer des informations une à une. Avoir le flow et décider aussi quand le troisième œil est ouvert. Et aussi, si tu le refermes, tu peux le rouvrir à tout moment. C'est-à-dire que vraiment positionner que tu es maître de la situation. Voilà. Ça me paraît intéressant.
Et aussi, pour Sophie, aussi quand tu rouvres, plus tu vas être dans ton ancrage, plus ça va être possible quand tu rouvres que ça soit confortable et que ça soit pas perturbant, parce que j'entends que peut-être ça peut être, voilà, quand on a des flous d'informations, ça peut être déséquilibrant, perturbant. Plus tu vas être ancré, plus quand tu ouvres la porte de ton troisième œil, ça va être cool. C'est posé, c'est bien, il y a une information à la fois, il y a une sensation à la fois, et c'est bon. Super, merci beaucoup. Alors, on prend la dernière question, c'est celle d'Audrey avant de passer aux exercices. Quand on médite, est-ce qu'un enracinement peut suffire par rapport à un ancrage? Ça dépend de l'objectif, je dirais, de la méditation. Je pense que les méditations de type Vipassana, point zéro, toutes ces méditations où on cherche juste à rentrer dans ce que le bouddhisme appelle la vacuité ou le vide, ou vraiment juste un état de conscience où on ne pense plus, je dirais que l'enracinement est largement nécessaire, suffisant en fait. Par exemple, sur des méditations où on va partir en voyage, ça me paraît plus intéressant de positionner à la fois l'enracinement, c'est très important de rester dans le corps. Voilà, moi, je travaille très peu en sortie de corps astral ou voilà, je suis pas ou d'incorporation, tous ces trucs-là. Moi, je n'axe pas mon travail parce que ça crée pas mal de déséquilibres énergétiques potentiels et qu'on peut faire plein de choses sans avoir besoin de faire ça. Et donc j'ai perdu encore de haut ce que je voulais dire. Euh, et tu peux me reposer la question? Je pense que c'est. Alors, quand on médite, est-ce qu'un enracinement peut suffire par rapport à l'ancrage? Ouais. Donc, tu nous as dit que ça dépend de l'objectif en fait de la méditation. Ouais. Bien, alors je vais encore reparler des ateliers avant qu'on passe aux exercices et puis on terminera sur tes exercices en fait. Hein. Donc, pour si venir avec nous, c'est le 8 avril et le 15 avril hein, à 20h30 aussi pour les deux ateliers donc qui font suite à cette conférence. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton rose dans le chat. Je profite de l'offre où vous aurez tous les détails dans dans l'affichage de la fenêtre ou l'onglet que vous allez voir. Et pour les personnes qui regardent en replay, ça va être dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur YouTube, c'est également dans le descriptif sous la vidéo, mais en cliquant sur un lien pour avoir l'offre de Mathilda. Vous avez deux prix, comme vous avez vu. Il y a un prix où vous allez avoir le replay des deux ateliers sans téléchargement, sans possibilité de téléchargement. Et l'autre prix, un tout petit peu plus cher, c'est parce que vous avez la possibilité de télécharger les vidéos et vous aurez également un fichier MP3, deux fichiers MP3 puisque ce sera deux ateliers. Voilà, voilà. Donc, Mathilda, on va pouvoir passer donc aux exercices que tu voulais nous proposer pour aujourd'hui, et puis on terminera là-dessus. Yes. Alors, ok. Donc, les deux petits exercices que je voulais vous proposer, donc reprennent un peu ce que j'ai parlé d'un point de vue théorique, même s'il y a de l'énergie qui a pu circuler aussi pendant que je parlais. Voilà. Premier exercice très simple, c'est on va chercher les racines, à les faire remonter du sol. Donc, dans l'idée, là où vous êtes installé, vérifiez que vous m'entendez bien. Si vous vous écartez un petit peu de l'ordinateur, si vous vous posez. Là, pour ce type d'exercice, comme l'ancrage, il est dans le sol, vous pouvez être assis, mais si vous êtes allongé, c'est OK aussi. D'accord? L'idée, c'est que toujours penser que quelle que soit notre posture, dans tous les cas, ça peut se faire en fait. Donc, si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, et puis prendre un temps pour laisser votre corps se déposer, se reposer. Je vais vous inviter pendant un temps à porter votre attention au niveau de votre respiration. Donc, simplement en l'observant, pour petit à petit ramener votre présence à l'intérieur de votre corps. Et puis, je vais vous inviter à laisser la détente s'installer
dans toutes les parties de votre corps. Alors ça peut être au niveau des épaules, par exemple, de relâcher les épaules, de relâcher le dos, de le repositionner au besoin. Le bassin, les fessiers, le ventre. Quand on relâche le bassin, souvent, peut-être il y a les jambes qui se reposent aussi. Si le bassin s'ouvre un petit peu, alors ça peut être vraiment un petit micro-mouvement, c'est pas forcément un mouvement flagrant. Vous laissez la détente s'installer vraiment partout dans votre corps, partout où il y a besoin. Et vous pouvez ainsi contacter peut-être une sensation comme de lourdeur. C'est une odeur positive, c'est voilà, prendre conscience de son corps, le laisser se déposer. Parfois, certaines personnes ont la sensation de s'enfoncer un petit peu plus sur l'assise, voilà, ou en fonction de si vous êtes assis, allongé, comme si tout d'un coup, voilà, on ressent plus le corps qui épouse l'assise, comme s'il s'enfonçait un peu en fait, en contactant, en mettant la conscience d'écouter, de ressentir et de laisser le corps se détendre. Et puis, je vais vous inviter à laisser passer tout ce qui n'est pas utile en cet instant, comme les pensées ou les bruits environnants. L'invitation, si des pensées reviennent pendant l'exercice, c'est de simplement laisser passer, laisser couler, laisser disparaître, sans chercher à chasser ou à retenir. Et puis petit à petit, vraiment, connecter à toutes les sensations corporelles, vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observer toutes les sensations, tous les mouvements physiques, émotionnels, énergétiques qui peuvent se passer dans votre corps. Et puis à présent, baisser très légèrement, comme on l'a fait pour le corps, on le fait pour le niveau de conscience. Vous pouvez laisser votre niveau de conscience se relâcher, se détendre, et donc s'abaisser un petit peu. Et dans cet état-là, je vous invite à accueillir votre corps dans sa globalité, dans son unité, en ancrant l'écoute des sensations. Et de prendre un temps pour accueillir cet état-là dans lequel vous êtes. Plaisir de se sentir bien présent à soi-même et bien présent au monde. Et donc à présent, restant libre de suivre ma voie ou pas, d'accueillir ce qui se passe en vous, je vais vous inviter, si c'est OK pour vous, à imaginer depuis le centre de la Terre, comme s'il y avait une énergie couleur or qui est là. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Vous laissez venir les images qui viennent à vous en cet instant. Peut-être que ça peut prendre d'autres formes, d'autres couleurs. Si c'est or, du coup, ou quelle que soit la couleur, je vous invite à imaginer que, comme s'il y a un magma doré, et que il y a de l'énergie, il y a ce liquide-là, or, qui va remonter depuis le centre de la Terre, et de manière rapide, va pouvoir revenir se connecter sous vos pieds. Et donc, vous pouvez peut-être avoir une sensation sous votre pied gauche, sous votre pied droit. C'est peut-être plus le chakra des pieds, donc au centre du pied qui va ressentir. Et de ressentir profondément cette énergie qui est très forte
très nourrissante et qui va venir remonter vos jambes et venir au niveau de votre chakra racine. Donc, vous pouvez visualiser, vous pouvez ressentir, peut-être entendre pour les personnes clairaudientes. Et vous pouvez avoir la sensation que ça se remplit, que vraiment c'est une énergie qui est nourrissante, qui est soutenante, qui vient remplir le chakra racine et qui petit à petit vient déborder. Et vous pouvez imaginer par exemple que ça vient déborder après au niveau du bassin, ça remplit tout le bassin pelvien, qui forme un petit peu comme une coupe, et ça remplit la coupe. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, vous allez pouvoir laisser remonter cette énergie dans tout votre corps, au niveau du chakra sacré. Cette énergie, peut-être elle amène un peu de chaleur, avec toujours cette notion de nourriture, de se sentir nourri, de se sentir porté, de se sentir rempli par cette énergie, de sentir une forme de complétude et d'être comblé. Cette énergie, elle vient et elle nourrit chaque cellule, chaque élément de votre corps. Et petit à petit, vous la laissez circuler et remonter partout dans votre corps physique, jusqu'à après remonter au-delà de votre tête, jusqu'à atteindre votre chakra coronal. Ressentez-la bien au niveau des chakras, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil. Ressentez bien comme si c'est toute la Terre, cette planète qui est immense, dont nous sommes tous des enfants, qui vient vous nourrir dans une énergie nourricière d'une abondance infinie. Peut-être que vous pouvez sentir vos mains et les chakras de vos mains s'activer dans cette dynamique-là, comme s'il y a plein de choses, un trop plein d'énergie qui venait. Et puis, si ça vous parle et si c'est OK pour vous, je vais vous inviter à imaginer que cette énergie, elle dépasse votre corps physique. Et d'un point de vue énergie et lumière, elle vient irradier tous vos corps énergétiques et vient aussi remplir votre aura. Et du coup, dans cette dynamique, je vous invite à imaginer vraiment, à ressentir la stabilité et le fait de se sentir nourri profondément, de sentir la force que ce peut-là peut amener. Et que cette force-là, elle peut être là aussi même quand vous ne la conscientisez pas. Et Turia Shanukari et Samari Oktane, Kor et Akor et Santo et Shar et Natai. Je vous invite pendant un temps à vous connecter à cette sensation-là. Vous imaginez que toute cette énergie, elle vous remplit, elle s'imprègne partout, elle donne de l'information, elle vous tient, et de ressentir pleinement cette connexion à la Terre qui vous nourrit en cet instant. Je vous invite à bien rester, à observer les sensations dans votre corps pendant que je vais chanter un petit peu.
Voilà. Et petit à petit, avec toutes ces sensations-là, peut-être visions qui sont là aussi en même temps, cette conscience de l'énergie de la Terre qui nous nourrit, comme de reconnecter à cette sève de la Terre qui nous porte en permanence. C'est juste quelque chose qu'on a oublié de conscientiser. On va petit à petit ressortir de cette expérience en sachant que les bénéfices qui auraient pu être vécus sont pleinement intégrés, que ce soit que ça a été vécu consciemment ou pas. Et puis, en sachant que cette connexion aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez la maintenir, tout simplement vous poser l'intention que ça reste, que vous pouvez aussi la refaire au besoin, avec ma voix, ou en la récréant par vous-même aussi, en allant chercher quand vous avez besoin, d'aller connecter à la Terre, en laissant la Terre tout simplement vous nourrir. Et donc pour revenir à vous, je vous invite à prendre le temps de bouger les mains, de bouger les pieds. Prenez le temps de remettre un petit peu du mouvement dans votre corps. Je vous invite à respirer par exemple plus fortement pour sentir l'air, l'énergie que cela amène. Prenez le temps de bien bouger ce qui a besoin d'être bougé dans votre corps, toucher ce qui a besoin d'être touché. Reprenez bien conscience de l'espace, de votre corps, de la pièce dans laquelle vous êtes, de là où vous êtes. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Et continuez à bouger si vous sentez que vous êtes parti un petit peu loin. Voilà. Merci Mathilda. Tu nous as fait un chant envoûtant. Je travaille assez super. souvent avec du langage, le langage de lumière, du coup, ce langage qui n'est pas compréhensible. Et le chant aussi pour l'aspect énergétique, voilà, pour ah oui, carrément, ouais. ajouter un petit peu à l'exercice. Ah, j'ai ressenti, hein, fortement, très fortement. Merci beaucoup. Merci. Florence a vu des dauphins. C'est incroyable, elle dit, j'ai vu des dauphins. Gratitude, merci beaucoup. À Marie-Christine, je souhaite faire connaître cette construction d'arbres à mes petits-enfants pour qu'ils sachent. Toujours un plaisir de t'entendre en méditation. Merci, dit Rachel. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci, 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 Mathilda. Et vraiment, c'est avec un grand plaisir que je te retrouve. J'espère à vous aussi, le 8 avril déjà, pour le premier atelier, et le 15 avril pour le deuxième atelier. Ce sera à 20h30, comme pour cette 20h30 heure de Paris, bien sûr, pour comme pour cette conférence. Donc, je vous dis à bientôt. Toi aussi, Mathilda, merci beaucoup et à bientôt. À très, très bientôt. Yes. Au revoir tout le monde. Ça marche, merci. Magnifique, dit Slaven, ce beau partage. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci, merci.